Eh bien, bonsoir et bienvenue, merci beaucoup d'être ici. Bienvenue dans cette première séance du séminaire Futur de la protection sociale de l'année 2024. Bonne année, bientôt l'année lunaire, on va dire. Ce sera l'année lunaire du dragon de bois, vous savez, qui est apparemment 2 fois synonyme de vigueur, d'énergie, de vitalité et qui est propice au renouveau et au nouveau départ. Ce qu'on souhaite donc, dans le séminaire, ce séminaire qui est donc une activité porté à la fois par le groupe local ATD Carmonde de Montreuil et le soutien du mouvement français pour un revenu de base. On essaye d'envisager ensemble ce que pourraient être des futurs désirables, enviables ou positifs de la protection sociale, en dialoguant, en essayant de faire dialoguer des chercheuses en sciences humaines et sociales, des militantes associatives et politiques et des personnes qui travaillent dans des administrations publiques. Ce soir, on a principalement des personnes qui travaillent dans des administrations, mais on va voir que dans leur rapport, elles font s'exprimer les premières concernées, en même temps qu'elles s'appuient beaucoup sur les réflexions du monde universitaire académique. Nous avons donc le très grand plaisir et l'honneur de recevoir ce soir Jean-Christophe Sarraut, qui est volontaire permanent au mouvement ATD Carmonde, Sophie Régard, qui est responsable des questions de revenus et de droit au revenu, d'insertion économique au Secours catholique, et Célina Whittaker, qui représente le collectif Aikitaz, où elle est engagée. Je vais vous laisser peut-être, dans vos présentations, dire un mot de vos fonctions aussi, vous présenter vous-même. On est réunis ce soir pour un dialogue autour d'un rapport qui a été coécrit notamment par Célina et le Secours catholique, qui s'appelle donc « Un boulot de dingue, reconnaître les contributions vitales à la société », qui s'intéresse à la question du travail effectué à titre gratuit, notamment par les personnes considérées comme inactives au regard des catégories socio-économiques, et un ouvrage qui a été coécrit par Jean-Christophe Sarraut, qui s'appelle « Repenser l'emploi à partir de l'expérience territoires zéro chômeur longue durée », qui est porté par le mouvement ATD Carmonde. Avant de passer la parole à Célina pour qu'elle vous parle du rapport, je vais vous dire un mot d'ATD Carmonde qui nous accueille déjà et du séminaire lui-même. C'est un mot sur ATD, donc, puisque les séances du séminaire sont portées par le groupe local et se passent dans les locaux du siège national d'ATD Carmonde. ATD Carmonde, c'est un mouvement de lutte contre l'exclusion et la pauvreté qui a été fondé par une personne qui avait elle-même connu l'exclusion et la pauvreté, et dont la marque de fabrique, c'est de mettre en avant cette expérience de l'exclusion et de la pauvreté comme une forme de connaissance qui permet de transformer les institutions sociales, le monde social, et qui, dans un sens radicalement nouveau et extrêmement intéressant, et qui tend à vouloir éradiquer la misère et la pauvreté et rendre la société plus juste. Je me permets d'introduire le mouvement de cette manière, même si c'est devant des personnes qui en maîtrisent infiniment mieux les fondamentaux, même quand ils n'y appartiennent pas. Aussi parce que le rapport que va nous présenter Célina à l'instant, bien qu'il il a été signé par ATD Carmonde, mais il n'en a pas été rédigé par le mouvement, respire de ces valeurs et de ces valeurs qui ont fondé ATD, et donc s'offre très bien au dialogue. Je vais vous épargner la présentation du séminaire, je pense qu'elle pourra revenir, j'en ai déjà dit un mot au début, et on pourra y revenir dans la suite. Et je t'en prie Célina, je te laisse nous présenter le rapport. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Célina Whittaker et donc je vais vous présenter le plus rapidement possible le contenu de ce rapport Un boulot de dingue. Le plus rapidement possible parce que c'était tellement passionnant ce parcours qu'on a fait que ça donne envie d'en parler pendant des heures, mais bon, je vais essayer de me contenir dans le quart d'heure qui m'a été donné. Et pour démarrer, quand même vous dire d'où vient ce rapport, en fait, d'où vient ce travail-là, parce que c'est important pour voir, en fait, comprendre l'angle qu'on a pris pour approfondir cette question-là. Alors, ça a démarré avec un travail au long cours
qu'on fait et qu'on a fait sur la protection sociale entre Equitas, le Secours catholique et d'autres associations partenaires. À l'époque, on se disait, la protection sociale, c'est un acquis essentiel, c'est ce qui nous permet de faire société, c'est notre commun collectif. En même temps, il y a un risque de détricotage, et même plus qu'un risque en fait. Il y a un détricotage permanent de ces acquis de la protection sociale. Et en même temps, il y a des trous dans la raquette, et principalement les personnes les plus précaires qui auraient peut-être le plus besoin de protection, et à certains moments où elles se retrouvent hors, en fait, du champ de la protection. Et donc, du coup, notre question, c'était comment penser une protection sociale qui soit encore plus solidaire et encore plus juste que celle qu'on a maintenant. Et dans ce travail-là, on s'est rendu compte que la protection sociale était basée principalement sur le travail-emploi. C'est par le travail-emploi qu'on paye nos cotisations et qui constitue le gros de l'assurance, de la protection sociale, avec l'assurance maladie, l'assurance chômage, etc. Hors emploi, il y a un certain nombre de dispositifs qui se sont mis en place tout au long des années pour aboutir à la protection sociale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Par exemple, le minimum vieillesse en 58, la AH en 67, enfin voilà. Il y a un certain nombre de dispositifs qui se sont mis en place, mais on voit bien que ceux-là, ils sont appelés des dispositifs d'assistance. On voit bien que ce n'est pas la même chose que l'assurance maladie, l'assurance chômage en particulier. Mais en même temps, on a vu tout ça, donc la place importante de l'emploi dans la construction de la protection sociale. Et en même temps, on s'est rendu compte que quand on va regarder du côté de nos vies, en fait, on voit que tout le monde, on fait beaucoup de choses dans le hors-emploi et que dans ce qu'on fait dans le hors-emploi, on contribue aussi quelque part à la protection sociale, à la protection des autres, par toutes les actions d'entraide et de solidarité. Alors c'est Robert Castel, un sociologue, qui appelle ça la protection sociale rapprochée, la protection sociale de proximité. Donc on s'est rendu compte de ça et on s'est dit, finalement, en conclusion, en fait, la reconnaissance et les droits, ils sont basés principalement autour du travail-emploi, alors que le reste est tout aussi essentiel. Est-ce qu'on ne peut pas aller regarder qu'est-ce qu'on fait de tout ce reste, comment est-ce qu'il peut être mieux reconnu et est-ce que, point d'interrogation, il peut donner droit à des droits? Est-ce qu'il peut ouvrir des droits? Donc vous voyez que notre entrée, elle n'était pas du tout par l'entrée du travail et ce n'était pas du tout un questionnement sur le travail, mais c'était plutôt en fait l'idée d'aller voir tout cet autre pan de notre vie, le pan de notre vie qui est hors du travail-emploi. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu notre porte d'entrée sur la thématique. Vous dire aussi très très rapidement, mais comme tu l'as dit, qu'en fait, nous on a travaillé sous un format qu'on appelle les carrefours de savoir, où en fait, principalement, on essaye de partir de l'expérience de vie des personnes et de faire que se croisent cette expérience de vie et ces savoirs produits par l'expérience avec des savoirs académiques, professionnels, et de faire que des nouveaux savoirs se construisent dans cette interaction-là. J'en dirai pas plus, si ça vous intéresse, après on peut revenir là-dessus. Mais l'idée est de rentrer un petit peu plus rapidement dans le contenu du rapport. Alors, déjà vous dire que donc notre idée, c'est bien d'entrer dans la vie des gens. Et en entrant dans la vie des gens, en fait, nos vies, la vie des personnes présentes, on était une quinzaine de personnes qui ont travaillé pendant 18 mois avec plusieurs rencontres de 2 ou 3 jours et en faisant toujours cet aller-retour entre nos vies et les savoirs scientifiques, en particulier académiques, sur les thématiques qu'on traitait. En fait, donc en entrant dans la vie des gens, dans nos vies, en fait, on se rend compte qu'on rentre dans un monde d'activités. C'est pour ça qu'on appelait ça un boulot de dingue. C'est qu'on fait tous plein de choses. On rentre dans un monde d'activité, on rentre dans un monde de solidarité, mais on rentre aussi dans un monde d'injustice. Et il nous a semblé important de pointer et de citer ces injustices-là. Sinon, ce travail n'aurait pas de sens, en fait. Donc, je vous passe très rapidement, je pense que vous connaissez aussi bien que moi, en fait, ce qu'on peut vivre quand on est dans le hors-emploi. Il y a, bien sûr, l'injustice liée au mépris social, c'est-à-dire, en fait, d'être vu comme quelqu'un d'inutile. En fait, on peut être reconnu en fait par nos proches, par les personnes qu'on entraide. Il y a cette reconnaissance réciproque. Mais du point de vue de la société, comme on est dans le hors-emploi, c'est comme si tout ce qu'on faisait devenait invisible. Et donc inutile, puisque non reconnu.
Dans ce mépris social, il y a aussi le fait d'être vu comme quelqu'un de fainéant, alors qu'on passe un temps énorme à ces activités de solidarité et de bénévolat, qu'on passe aussi un temps énorme à se rendre employable, et tout ça, c'est rendu invisible. On le voit un peu en miroir quand on regarde les gens qui travaillent et qui se plaignent qu'ils ont le temps de faire rien d'autre. Et donc, du coup, ça veut dire que quand on n'est pas dans le travail, on fait plein de choses. Hein. Donc, et ça, d'autant plus que... on s'est rendu compte, quand on a travaillé sur tout ce qu'on faisait, qu'en fait, ce sont des choses qui s'imposent à nous. On fait ça parce qu'il faut le faire, parce qu'on est là et on met en place des activités d'entraide. Elles s'imposent à nous pour faire face à la détresse ou à l'urgence. Et en fait, ne pas reconnaître ces activités-là, quelque part, c'est nier notre humanité, ce qui nous fait humains, en fait. Voilà, donc ça, c'est toute l'injustice liée au mépris social. Il y a l'injustice, bien entendu, du manque d'argent, c'est-à-dire que la vie dans le hors-emploi, c'est quand même une vie de précarité et de pénibilité, avec une charge mentale importante, avec une activité très importante juste pour assurer sa subsistance, hein, et puis aussi une activité importante pour ce que le collectif de chercheurs Rosa Bonheur a appelé le travail de papier, c'est-à-dire en fait tout le boulot que ça demande de pouvoir avoir des aides, le suivi, etc. Et puis il y a aussi une autre injustice que je vais citer quand même, qui est l'injustice de voir que quand on est dans le hors-emploi et quand on a des aides, on peut être pénalisé parce qu'on aide. L'exemple typique qu'on donne et que je vais donner très rapidement parce que c'est le plus facile à donner, c'est quand on héberge quelqu'un à titre gratuit. En fait, on peut être pénalisé par rapport aux APL, alors qu'on est en train d'aider cette personne, une personne qui n'a pas forcément les moyens de contribuer en fait au budget, à l'économie du foyer, si on peut appeler ça le foyer, en tout cas de l'endroit où elle est hébergée. Et à l'inverse, quand on a la chance de payer des impôts, on est aidé pour aider, en particulier, par exemple, avec la défiscalisation. Alors que finalement, on paye tous des impôts, que ce soit au minimum par la TVA, on paye tous des impôts. Donc il y a cette espèce d'injustice, un peu de deux poids, deux mesures, peut-être quelque chose comme ça, qui est aussi très forte. Voilà un peu pour vous situer là d'où on part, en fait. Quelles sont ces activités, des activités hors emploi, une injustice très grande vécue par les personnes qui sont dans leur emploi. Alors du coup, on peut se poser la question maintenant de quelles sont ces activités. Donc on a fait un inventaire de ces activités qu'on réalisait nous, que nos proches réalisaient, et on s'est demandé quelles sont ces activités qu'on considère importantes, essentielles, et qu'on réalise dans le hors emploi. Alors le point commun de tout ça, c'est que c'était des activités de ce qu'on appelle le care en anglais. C'est un mot qui est un peu à la mode. En gros, c'est quand même le prendre soin. Et pour les classifier, on a utilisé en fait une classification qui a été proposée par Marianne Dujarier dans un livre qu'elle a écrit il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Troubles dans le travail ». Et en fait, c'est une classification en 3 grands blocs. Les activités du prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la nature. Les activités du produire, de l'autoproduction, de la subsistance. Alors nous, là-dedans, on a mis en fait tout un tas d'activités qui étaient faites par les personnes qui étaient autour de la table, comme le jardinage, le glanage, etc. Mais aussi, finalement, toutes les activités de recherche d'emploi, puisqu'on se produit pour pouvoir aller trouver un revenu. Et avec l'idée que, en fait, finalement, la recherche d'emploi, c'est un métier à plein temps, quand on voit tout ce que ça demande en termes d'action, en fait. La 3e grande classification, c'est ce qu'on a appelé, ce que Marianne Dujarier appelle produire du sens, c'est-à-dire en fait l'activité associative, l'activité syndicale, les marches, voilà, tout ce qu'on fait en fait pour être partie prenante comme citoyen de cette communauté qu'on forme, hein, et de défendre des droits et de défendre nos vies, quelque part. Hein. Et donc, toutes ces activités de produire du sens. Je fais juste une parenthèse. Dans ces activités, parce que j'y reviendrai après, dans ces activités de produire du sens, il y a aussi toute la participation des personnes, et en particulier des personnes en situation de précarité, dans des instances, des espaces comme le CNLE, le Conseil national de lutte contre l'exclusion, ou tout un tas d'espaces où, en fait, elles viennent aussi apporter leur savoir d'expérience pour essayer de contribuer à ce que les politiques évoluent. Voilà, donc ça, c'est une activité qui demande du temps et c'est une activité de production de sens. Voilà. En fait, on s'est rendu compte aussi qu'au fond,
tout ce qu'on fait, c'est la somme de tout ce qu'il y a à faire. Et on était 15, on s'est dit, bon, mais peut-être que c'est juste nos vies-là, à nous 15, qu'on est en train de refléter. Mais quand on va aller regarder un petit peu plus loin et on regarde ce que ça représente, je ne vais pas vous sortir des chiffres, je ne suis pas très bonne en chiffres, il y a des chiffres dans le rapport, mais en fait, bon, en gros quand même, quand on regarde les tâches domestiques, je ne sais pas quel chercheur l'a dit, il faudrait aller retrouver dans le rapport, les tâches domestiques, ça représente à peu près plus de 2 fois le travail rémunéré, le bénévolat, ça représente à peu près 180 000 équivalents temps plein. Donc, en fait, pour le coup, on voit bien que ce n'est pas marginal, en fait. Et ce n'est pas anodin d'aller regarder ces choses-là. Ça concerne énormément de personnes. Voilà, en gros, pour le type d'activité, ou en tout cas la classification des activités qu'on a faites, et qui reviennent donc à toutes ces activités, en fait, du prendre soin. Si on continue un peu notre cheminement, en fait, on s'est aussi rendu compte que dans cette exploration de nos vies, quand on a tenté de repérer, en fait, ce qui était pour nous des activités utiles, vitales, essentielles, on s'est rendu compte qu'on a parfois intégré des activités en emploi qu'on considérait utiles, vitales, essentielles. Et on s'est rendu compte aussi qu'une même activité, elle pouvait être réalisée sous des statuts différents. Par exemple, les tâches domestiques, c'est soit la personne au foyer, soit on a des personnes qui viennent les faire, c'est les aidants, l'ensemble des aidants. Il y a des aidants professionnels et il y a des aidants familiaux qui sont plus ou moins reconnus, mais on peut extrapoler ça. Il y a les jardins, quand on fait le jardin potager chez soi, pour soi ou pour les autres, quand on participe à un jardin collectif, voilà. Quand on peut même aller, quand il y a les jardins d'insertion, quand il y a même les agriculteurs qui, quelque part, font un jardin quand ils font du maraîchage. Donc on voit bien qu'il y a, pour un même type d'activité, un continuum, en fait, de statut, quelque part. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas parler du hors-emploi sans parler de l'emploi. Et que, en fait, notre travail, en fait, ça nous a invités, ça nous a dit, en fait, qu'il fallait qu'on change de perspective. Et que plutôt que d'analyser seulement les activités hors emploi, l'idée, c'est d'analyser toute activité, qu'elle soit en emploi ou hors emploi. Nous, on a mis en évidence 3 prismes pour regarder ces activités-là. Le premier, c'est bien sûr celui de la rémunération. Le deuxième, c'est celui de l'utilité de l'activité. Une utilité vue dans le sens d'une utilité sociale, solidaire, écologique, et pas d'une utilité économiste ou capitaliste. Donc l'utilité de ces activités-là. Et puis aussi le choix. C'est-à-dire, est-ce que c'est une activité qui est choisie, sans vouloir dire qu'il faut qu'il y ait une liberté totale pour choisir. Mais je pense par exemple à Germaine, qui faisait partie de notre collectif. Elle dit, moi, je suis aidante familiale, mais soigner mon mari et faire ses pieds, c'est pas choisi en fait. Mais simplement, j'ai pas l'argent pour payer un podologue. Donc là, ce n'est pas une activité choisie. C'est une activité qui est imposée par le manque de rémunération. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais en fait, je trouve quand même que ce serait quelque chose d'intéressant de croiser avec ce que vous faites dans Territoire Zéro Chômeur par rapport au type d'activité. C'est-à-dire, en fait, ce prisme-là, ces trois éléments du prisme qu'on a mis en évidence, comment est-ce que ça vous parle ou pas, et comment est-ce que vous le prenez en compte dans ce que vous faites, qui est plutôt du côté de l'emploi. Voilà, l'enseignement de tout ça, c'est qu'au final, notre truc, là, c'est qu'il faut préserver et sécurité des activités utiles et vitales, qu'elles soient en emploi et hors emploi. Dernier point du rapport, j'essaie d'aller vite, parce que je ne sais pas où est-ce que j'en suis, là, de mes 15 minutes, là. Le dernier point du rapport, ce serait de se dire, du coup, on fait beaucoup de choses. Ce sont des activités utiles, ce sont des activités vitales, ce sont des activités qui contribuent à la cohésion, à notre cohésion, à faire société, qui montre en fait notre interdépendance. Pendant le confinement, on l'a bien vu. On a bien vu, d'un côté, tous les métiers de première cordée, là, tous les métiers de base, mais on a aussi bien vu toute l'entraide, en fait, qui a permis à beaucoup de personnes de passer au mieux cette période-là. Donc, le confinement, ça a été une loupe ou un éclairage, en fait, sur la question des activités utiles et vitales. Alors, donc, voilà. Donc, on en est là et on se pose donc la question, quelle forme de reconnaissance on pourrait imaginer pour toutes ces activités-là ?
Alors, avant de rentrer dans les formes dans les formes de reconnaissance, je voudrais juste faire un petit point pour dire que on est très conscient, et on a été très conscient pendant notre travail, sur les lignes rouges et les pièges de cette démarche-là. Alors, on a essayé, dans le rapport, on a essayé de les nommer, parce qu'on s'est dit qu'il faut absolument les avoir en tête, y compris dans l'étape ultérieure dans laquelle on est, qu'essayer d'aller un petit peu plus loin et de réfléchir, de construire des solutions, de bien avoir ces lignes rouges en tête. Je vous donne 2-3 exemples. Le premier exemple, qui est complètement à l'ordre du jour, c'est le piège de l'obligation à contribuer. Et on tombe là-dedans dans la réforme actuelle du RSA. Hein. Le piège de l'obligation à contribuer et en même temps le piège de la stigmatisation encore plus forte de ceux qui, à certains moments de leur vie ou de façon générale, n'ont pas la possibilité de le faire. Il y a aussi le piège, si on va dans l'autre sens, de la marchandisation de toute activité humaine. C'est-à-dire, en fait, ces activités importantes, il faut qu'elles soient rémunérées et on va tout marchandiser. Et c'est pas forcément ça ce qu'on veut. On a bien vu, nous, dans notre travail, qu'il y a des activités qu'on veut conserver, en fait, avec ce choix de le faire bénévolement, de le faire parce que ça correspond à des valeurs, en fait, et parce qu'on veut être partie prenante de cette solidarité collective. Donc, le piège de la marchandisation de toute activité humaine. Il y a aussi un autre piège que je voudrais citer, puis je m'arrêterai là, parce qu'après les autres, vous lirez le rapport, qui est très, très, très intéressant. Donc, le dernier piège que je voudrais citer, c'est celui de la dévalorisation encore plus grande des métiers du soin, qui sont déjà très dévalorisés. C'est-à-dire, en fait, de se dire qu'on peut être aidant de façon bénévole et être reconnu pour ça, il ne faut pas que ça nous tombe dans le fait de dire, en fait, il n'y a plus besoin de payer les aidants, en fait. Hein, ou des démarches comme ça. Donc ça, c'est un vrai piège, et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est de pouvoir valoriser et de reconnaître l'ensemble des activités utiles et vitales, qu'elles soient en emploi ou hors emploi. Voilà, donc voilà. Après, vous irez voir les autres pièges et vous pourrez commenter. Voilà, je finis juste en vous donnant quelques pistes des formes de reconnaissance qu'on a essayé de pointer possibles, les formes de reconnaissance possibles qu'on a essayé de pointer dans le rapport. Alors, ce sont des pistes qu'on a fait, en gros, à partir de nos vies. On s'est posé la question, comment est-ce que j'aimerais être connu ? Qu'est-ce qui me manque ? Quelles seraient les formes de reconnaissance que j'aimerais avoir et qui me seraient utiles et nécessaires ? Donc, c'est pas exhaustif, hein. On n'a certainement pas tout imaginé. Ça demande à être travaillé et approfondi. C'est un peu le travail qui nous reste à démarrer maintenant. On a lancé des pistes. Et puis, c'est aussi au croisement de choses qui existent déjà. Parce qu'en fait, quand on va regarder la protection sociale, il y a déjà des formes de reconnaissance hors emploi pour des choses que la société considère comme importantes. Et donc, c'est bien, la question, elle est bien là. Qu'est-ce qu'on considère comme important et qu'on veut faire reconnaître ? L'exemple, les trimestres de retraite pour enfants. Un autre exemple, le statut des pompiers volontaires, qui ont un certain nombre de droits liés à ce statut-là. Le statut des élus locaux. Ce que reçoivent les jurés d'assises ou les gens qui ont participé aux conventions citoyennes, en fait, c'est des reconnaissances de ces activités-là. Et donc, en fait, on a aussi été voir qu'est-ce qui existait déjà, même s'il nous manque à faire un travail peut-être plus exhaustif là-dessus. Alors, on a pointé 6 grandes formes de reconnaissance, je crois. Je vais juste vous en citer 4, en fait, parce que ce sont celles qui sont revenues le plus souvent, et où il y avait une force très grande, en fait, sur l'importance de ces formes de reconnaissance. La première, c'est un revenu minimum, sans contrepartie, qui n'oblige pas à consacrer la plus grande partie de son temps à se battre pour survivre, et qui reconnaissent qu'on n'est pas inactif, et qui reconnaissent que toutes ces activités qu'on fait d'entraide et de solidarité, ce sont des contributions à la société. Donc ça, c'est la première grande forme de reconnaissance. La deuxième, je vous en ai parlé tout rapidement, c'est la question des trimestres de retraite. Pourquoi ne pas penser, en fait, le fait d'acquérir des trimestres de retraite pour d'autres types d'activités qu'on réalise et qui, effectivement, Germaine, elle disait, moi, j'ai passé ma vie à être aidante, et là, maintenant, je me retrouve à l'âge de la retraite, et j'ai rien, en fait.
tout ça, c'est pas reconnu. J'ai aucun trimestre qui m'est donné du fait de toutes ces activités-là. Un autre élément qui est beaucoup ressorti, c'est bien sûr les reconnaissances symboliques, en fait, qui montrent que la société considère qu'on contribue, en fait. Il y en a eu un petit peu au moment du Covid, où on a reconnu les couturières qui ont fait des masques, etc. Bon, après, on peut rentrer sur la discussion sur ce travail qui a été fait, si ce n'était pas du travail gratuit. On rentre dans une autre discussion. Mais ces reconnaissances symboliques, c'est quand même important parce que ça montre, en fait, que ce qu'on fait, c'est important. Et le dernier point que je voudrais citer, c'est en fait, quand même, des rétributions financières pour un certain nombre de choses et en particulier pour ce qu'on a appelé les expertises. C'est-à-dire que nous, on s'est quand même bien rendu compte de la situation dans laquelle on était, où on était 15 autour de la table, on parlait tous de nos propres vies, on essayait tous de réfléchir, on était tous en interaction avec des chercheurs, on essayait tous de comprendre en fait ce qui s'était fait sur cette thématique-là, mais quand même, autour de la table, il y en avait certains qui étaient payés pour être là et pas d'autres. Alors qu'on faisait exactement la même chose. On venait avec des expériences différentes, avec des savoirs différents, mais on faisait la même chose. Et il y en avait certains qui étaient payés et pas d'autres. Et donc, en fait, on s'est dit, il faut absolument qu'on mène cette réflexion-là jusqu'au bout pour que ce soit possible. Le CNLE, le Comité national de lutte contre l'exclusion, y a déjà un petit peu travaillé. On a la piste de ce qu'on appelle la neutralisation des ressources, c'est-à-dire en fait que ce qu'on peut recevoir pour un certain nombre d'activités n'est pas comptabilisé en fait quand on comptabilise le budget ou les revenus pour les aides. Donc c'est une piste. Mais surtout en fait, le fait de travailler sur ça, c'est aussi dire que les apports de ces personnes-là, dans ces lieux-là, en fait, ils ont de la valeur. Et ils doivent être reconnus au même titre que les apports des autres personnes qui viennent avec d'autres choses. Voilà, je vais finir là pour ne pas aller plus loin. On pourra revenir sur d'autres choses si ça vous intéresse, mais je pense que j'ai dépassé en plus mes 15 minutes. Oh non, c'est très très bien, on est là, tranquille, ça va. Merci beaucoup Célina. Du coup, je vais passer la parole à Jean-Christophe, mais on peut dire en 2 mots. Si j'ai essayé de limiter, c'est bon, normalement on m'entend en ligne, et on m'entend dans la salle a priori, ça va. J'articule, je ralentis. Si j'ai tenu à parler moins longtemps pour présenter le séminaire au début, c'est aussi parce que je pense que la présentation du rapport faisait beaucoup pour présenter l'esprit aussi du séminaire et du cycle de rencontres qu'on essaye d'organiser au niveau du groupe local de Montreuil. Aussi parce que en fait, ce séminaire il a été lancé d'abord comme un atelier doctoral en mai 2018. Il est devenu depuis 2 ans une action du groupe local à Télé-Carmonde de Montreuil. Et en fait, dès le début, on était des étudiantes, j'étais pas encore doctorant en sciences humaines et sociales, et on avait intéressé par les questions de protection sociale, de comment l'améliorer. Et en fait, étant tous nés au début des années 90, on a vécu toute notre vie le discours autour de la protection sociale comme un discours marqué par des connotations de déploration, vraiment d'une lente érosion, une destruction de nos régimes de protection sociale. Et en fait, on avait par ailleurs, bon, j'ai évité de trop le mentionner, mais il y a un moment, il faut le faire quand même. On est aussi maintenant dans un contexte social et politique qui est assez difficile. On a des horizons qui sont assez sombres devant nous. Et c'était aussi le sens de ce séminaire, de cette initiative de rassembler des gens, de faire dialoguer des personnes qui essaient de faire changer les choses en y réfléchissant, en écrivant ou en agissant concrètement avec d'autres personnes. C'était le sens de lancer ce séminaire, d'essayer d'envisager qu'est-ce que pourrait être un autre futur que celui qu'on nous promet au moins depuis quelques décennies. Qu'est-ce que pourrait être un futur désirable ou en tout cas positif. Et ça, c'est une ambition qui est très bien exprimée dans le rapport, c'est-à-dire de faire un point. Donc le rapport, là, comme tu l'as dit, vous faites un point sur l'état de l'art, c'est-à-dire que scientifiquement, on a établi que la majorité du travail qui est fait dans la société est fait à titre gratuit. Vous faites le point sur comme que tu nous as introduit là, sur les dispositifs qui existent déjà pour reconnaître ce travail effectué à titre gratuit et les pistes, vous faites l'écho de propositions de les étendre, de les développer. Et puis, vous faites aussi le point sur les propositions et les actions qui sont en cours pour faire avancer les choses. Et vous faites une proposition certaine. Et là-dedans, vous mentionnez notamment, alors, il y a cette question de
du revenu garanti, sur laquelle on pourra aussi revenir dans la conversation, hein, je pense dans la discussion du rapport de cette proposition de revenu garanti, de revenu inconditionnel avec Territoire Zéro Chômeur. Mais vous mentionnez aussi directement 2 projets portés par Atelier Monde qui sont Oser les savoirs. Alors, qui est un acronyme, et donc un programme qui consiste à partir de personnes qui ont vécu l'exclusion et la grande pauvreté pour les aider à partir de leur expérience pour ensuite qu'elles puissent devenir travailleuses, travailleurs sociaux. Et puis, vous mentionnez Territoire Zéro Chômeur de longue durée, donc qui est effectivement une action phare d'Atelier Monde et qui est aujourd'hui une forme d'action porteuse d'espoir dans cette transformation de notre modèle social. Et d'ailleurs, cette action sur laquelle Jean-Christophe, qui a suivi depuis longtemps, revient dans son ouvrage « Repenser l'emploi avec Territoire Zéro Chômeur », qui est un ouvrage qui fait le point sur le projet Territoire Zéro Chômeur, que je vais te demander de nous présenter aussi un peu dans son historique, comme tu le fais dans l'ouvrage, mais qui aussi envisage... qui est donc dans une des invitations à la séance ce soir. J'ai laissé aller à te dire que c'était peut-être un des textes les plus ambitieux ou revendicatifs produits par ATD récemment, en tout cas dans ces dernières années, dans le sens où il se permet, à partir de Territoire Zéro Chômeur, d'envisager que là... s'expérimente quelque chose qui pourrait être étendu à l'ensemble de la société et qui n'est pas seulement une expérimentation. D'ailleurs, c'est quelque chose, comme tu vas pouvoir revenir, c'est tout un enjeu pour le mouvement de faire comprendre que cette expérimentation n'a pas vocation à mettre en place quelque chose de transitoire ou d'éphémère, mais à installer un rapport nouveau et différent à l'emploi et par ce nouveau dispositif à transformer l'ensemble de la société et de nos structures sociales. Donc je te laisse la parole peut-être pour présenter aussi le projet en lui-même pour les personnes qui ne le connaissent pas du tout avant de... Voilà, mais tu as dit l'essentiel, donc je ne sais pas s'il me reste beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup et merci beaucoup Célina d'avoir... présenter ce rapport auquel on souscrit, je pense, au niveau d'ATD Monde à 100%, puisqu'on l'a co-signé. Et je trouve que ça apporte des éléments de réflexion qui enrichissent aussi l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de longue durée, qui est citée à la fin du rapport, sous un angle très particulier, on y reviendra. Je pense qu'il y a d'autres angles que vous ne citez pas. Voilà, vous nous direz pourquoi. Mais c'est peut-être pas volontaire. Territoire Zéro Chômeur de longue durée, là, on fête à peu près les 10 ans du démarrage de cette expérimentation, puisque les premiers territoires ont commencé à se mobiliser bénévolement dans les années 2013-2014. Territoire Zéro Chômeur, c'est pour essayer de répondre à la question de la liberté et de la possibilité pour tout un chacun d'accéder à un emploi décent. Et c'est face au constat qu'en France, comme dans beaucoup de pays, on est face à un manque massif d'emplois, un manque encore plus massif d'emplois décents. Et donc, tout en laissant la liberté aux personnes privées d'emplois décents de travailler ou de ne pas travailler, c'est la question de l'expérimentation, c'est est-ce que notre société, qui est quand même la 7e puissance la plus riche du monde, n'aurait pas quand même les moyens, et de quelle manière, de créer autant d'emplois décents sur un territoire que de personnes qui en sont privées. Et l'expérimentation semble commencer à montrer que c'est possible, si on en a la volonté. Et qu'est-ce que c'est que cette proposition qui est faite sur les territoires? En fait, c'est une embauche en CDI à temps choisi sur des secteurs qui ne sont pas concurrentiels au secteur privé, au secteur public, qui vont mettre en œuvre des compétences, des savoirs qui vont croiser ce que la personne sait déjà faire ou aimerait apprendre avec des besoins du territoire. Donc, juste pour vous donner un chiffre aussi, ce manque massif d'emplois décents, vous savez qu'on parle de 300 000 offres d'emploi disponibles. C'est des offres d'emploi qui ne sont pas toutes décentes. Si on veut essayer de les ramener à le nombre d'offres d'emploi décents à plein temps, on peut diviser par 10, on en a 30 000. Face à ça, vous avez 5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, sans compter les personnes qui ne sont pas inscrites. Donc, tout ce discours autour des offres d'emploi décents, on peut l'oublier parce qu'il suffira jamais, ces offres d'emploi ne suffiront jamais à répondre à la demande d'emploi de la plupart des personnes qui sont privées d'emploi décent, puisque
une évaluation qu'on a faite sur un territoire, et il y a beaucoup de recherches qui sont faites qui vont compléter ce chiffre que je vais vous donner, mais plus de 9 personnes sur 10 qui sont privées d'emploi décent acceptent cette proposition d'embauche dans ce qu'on appelle les entreprises à but d'emploi. Donc, ils proposent ces emplois à temps choisi, de proximité. Et les trois un peu révolutions qui sont qui sont expérimentées autour de ce projet, c'est un nouveau système pour financer l'emploi, qui est de transférer le coût du chômage de longue durée vers les salaires et les cotisations sociales. Le coût du chômage de longue durée, ATD Carmonde l'a estimé à entre 16 000 et 19 000 euros par an par personne. Ce n'est pas du tout ce que touche la personne quand elle est au chômage, hein, sinon tout le monde se précipiterait vers le chômage. C'est représenté par un tiers des aides et prestations que touche la personne sous forme de RSA, d'aide au logement, etc. Un tiers, c'est les manques à gagner parce que fiscaux et sociaux, puisque quand on est au chômage, on ne produit pas de cotisation sociale, on consomme moins, on produit moins, on paye moins de TVA, on paye moins d'impôts, même si on en paye. Le troisième tiers, c'est le coût de l'accompagnement du chômage, parce que il faut du travail social, il faut du pôle emploi, il faut du logement social, et voilà, les coûts indirects du chômage de longue durée aussi composent ce troisième tiers. Donc tout ce système, on a proposé au pouvoir public, au lieu que ce coût soit payé de différentes manières par la société, de le supprimer en supprimant le chômage de longue durée et en finançant ses salaires et ses cotisations sociales. Ça, c'est la première évolution. La deuxième, c'est de dire que les meilleurs connaisseurs des besoins du territoire et des besoins d'emploi et qui est au chômage, qui est privé d'emploi sur le territoire, c'est les habitants. Et donc, la décision, la gouvernance, ça doit être au niveau très local. Et c'est ce qu'on appelle le comité local pour l'emploi, qui est l'instance qui a été créée sur chaque territoire zéro chômeur, qui essaie de mettre tout le monde autour de la table. Et c'est ça qui est mis en relief dans le rapport, un boulot de dingue, c'est ce comité local qui associe avec une gouvernance la plus partagée possible tous les acteurs volontaires et concernés, y compris les institutions, les représentants de l'État, pour se poser ensemble la question, quel type d'emploi décent on peut créer et pour qui. Et on se retrouve dans deux grands types d'emplois. Enfin, c'est ce que tu disais, Célina, aussi, en parlant du care, en fait. C'est beaucoup les emplois du prendre soin des personnes et du prendre soin du territoire et de la nature. Donc ça, cette deuxième révolution, c'est la gouvernance très locale. C'est ce comité local qui est décisionnaire. Et puis, donc c'est la démocratie locale, vraiment mise en œuvre. Et la troisième révolution, c'est la démocratie à l'intérieur de ces entreprises. On essaye de repenser la manière dont on va se former ensemble, dont on va accueillir les personnes embauchées, dont on va travailler, produire ensemble, chacune avec des différents rythmes parfois, venant d'horizons très divers. Donc on essaye de repenser toutes ces questions, y compris la question de la formation, le plus possible ensemble. Et donc vous comprenez que là, ça peut aller au-delà. C'est le titre le titre du livre, alors qui n'est pas mon livre. Avec Anaïg, en fait, on a été les deux plumes d'un travail collectif, aussi collectif que votre rapport. Parce qu'en fait, ce qui s'invente sur ces territoires en matière de réinventer la démocratie locale, réinventer la démocratie à l'intérieur de l'entreprise, réinventer des types d'emplois nouveaux qu'on pensait être des emplois de secours, le temps que les gens retrouvent un emploi sur le marché du travail, mais en fait, on s'aperçoit que c'est des emplois et des structures plutôt pérennes. Tout ça, ça peut peut-être se transférer en partie à d'autres lieux d'emploi publics et privés. Par exemple, il y a beaucoup de pratiques à l'intérieur des entreprises à but d'emploi qui essayent de prendre soin des salariés. Et donc, il y a une entreprise à but d'emploi à Villeurbanne qui a instauré que tous les lundis, il y a 1 heure de réunion de chaque équipe de travail où les petites équipes, elles disent le programme de la semaine, comment s'est passé la semaine dernière, etc. Et à un autre moment de la semaine, il y a 1 demi-heure de réunion en transversale avec un représentant par équipe. Et leur seul sujet, c'est est-ce qu'on va bien dans l'entreprise ? Est-ce que chacun et chacune de nous,
Justement, la semaine dernière, c'est bien passé. Où est-ce qu'il y a eu des problèmes, des tensions entre les personnes, des tensions au niveau du travail, etc. Ça pourrait... Et les gens se forment dans ces entreprises à but d'emploi à la communication non violente, à la question de la santé au travail, du bien-être au travail. Ça, on pourrait se dire, c'est quelque chose, et d'ailleurs c'est déjà le cas, c'est quelque chose qui intéresse un certain nombre d'entreprises et de formateurs en management qui vont regarder dans les entreprises à but d'emploi ce qui s'invente. Tout ce qui s'invente aussi, vous comprenez bien que c'est intéressant par rapport à l'évolution des politiques de l'emploi. Comment mettre en œuvre des politiques de l'emploi qui vont partir du terrain et qui vont être des politiques ascendantes, puisque maintenant c'est devenu une politique publique d'État, mais avec l'État qui va respecter aussi toute cette gouvernance locale et cette initiative qui va laisser la liberté aux acteurs de terrain. C'est très difficile pour un État L'État, il aime bien être descendant. Là, il apprend à être un peu ascendant aussi. Donc, on apprend beaucoup aussi avec... et c'est créer un nouveau modèle pérenne de création d'emplois décents. Et c'est aussi, on s'aperçoit que ça peut modifier des pratiques de collectivité, des pratiques d'institutions comme l'Agence Pôle emploi local, des organismes de formation, puisqu'on essaie de se mettre tout le monde autour de la table et de se dire, on va essayer d'apprendre aussi de ces savoirs d'expérience que tu as cités, qui sont le fait de dire que quand on a vécu le chômage de longue durée, en fait, on a appris de force et puis un peu dans le malheur plein de choses. On a appris en particulier tout ce qui ne marche pas, tout ce qu'on nous propose et qui ne marche pas. Les stages sans issue, les formations qui ne vont pas déboucher vers des emplois, tous les stages de relooking, d'entraînement au CV, d'entraînement à l'entretien. En fait, tous ces freins-là, ils sont supprimés par l'embauche inconditionnelle dans une entreprise à but d'emploi, à temps choisi, puisque les deux seules conditions, c'est d'être privé d'emploi et d'habiter sur le territoire depuis au moins 6 mois et de vouloir travailler, d'accepter cette embauche. Tous les autres freins sont supprimés. Donc ça apprend aussi à des institutions à travailler autrement. Et puis, je terminerai en disant que ça doit aller au sens d'ATD Quart Monde, qui n'est pas partagé par forcément tous les acteurs de terrain d'expérimentation, à remettre en cause aussi les fondements de la comptabilité d'une entreprise. Puisqu'en fait, une entreprise, vous le savez bien, elle maximise son bénéfice en exploitant le plus possible. Alors, je ne mets pas forcément derrière le mot exploiter plein de sens péjoratifs, mais en exploitant le mieux possible ses salariés et les ressources naturelles qu'elle consomme. Donc la comptabilité actuelle, qui s'est constituée dans les années 80 sur le modèle des grandes entreprises américaines, elle pousse quand même à consommer sans modération le capital humain et puis le capital naturel. Et on sait bien que ça produit des dégâts, puisque un tiers des salariés en France sont en souffrance au travail et ont été ou sont proches d'un burn-out. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même... et nos gouvernants, notre société tolère ça, et on en parle un peu, mais pas assez. Donc là, ce qu'on est en train d'inventer, ce que quelques territoires zéro chômeur sont en train d'inventer, c'est une nouvelle comptabilité qui est travaillée aussi dans d'autres pays, dans des tiers-lieux écologiques, mais qu'on appelle une comptabilité élargie au capital humain et naturel. Et en fait, les entreprises à but d'emploi sont les seuls lieux où cette comptabilité travaille avec les salariés, parce que d'habitude, c'est des cabinets comptables, c'est que des experts comptables. Et là, donc, les gens sont en train de se demander depuis plusieurs mois quelle comptabilité parallèle on pourrait mettre en œuvre qui va compter les capitaux humains et naturels qui entrent dans l'entreprise avec les ressources naturelles qui sont concernées par l'activité de l'entreprise et les personnes qui sont concernées par l'activité, que ce soit les salariés, les clients, les fournisseurs, peut-être les actionnaires, etc. Comment on comptabilise ça? Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas trop le dégrader ou pour le protéger, éventuellement le restaurer à un meilleur état qu'on les a reçus à l'entrée? Et ça s'appelle la comptabilité CARE. Comptabilité, alors, en anglais, c'est plus significatif. En français, ça donne comptabilité adaptée au renouvellement de l'environnement. Donc ça exclut le côté humain, mais il y a un nouvel... voilà. Mais c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, si on va pas jusqu'à compter autrement ce qui compte dans l'activité de l'entreprise,
et ben, même les entreprises à but d'emploi qui ont cette vocation incroyable, et ben, en fin d'année, elles se retrouveront acculées à à présenter leur compte de résultat. Et puis on leur dira, ben là, mais votre bénéfice, il est où? Mais en fait, tant qu'elles n'ont pas d'autres outils comptables pour évaluer leurs bénéfices en euros, et ben voilà, elles se retrouveront face à ces limites. Donc ça remet en cause, c'est tout ça qui se travaille sur ces territoires zéro chômeur, en complément aussi de toutes les mesures que vous préconisez, voilà, en fait, tout ça, faut y aller de toutes les mesures ensemble. Il y en a, et parce que ce qui est fondamental, c'est de laisser la liberté de choix à la personne, c'est d'éviter ce que tu as dit, c'est la marchandisation de tout, des services, de la solidarité, de tous ces champs-là, et c'est d'éviter les politiques descendantes, en fait, qui sont inefficaces, parce que il y a que l'ascendant aussi qui peut faire remonter les vrais besoins, les vraies énergies aussi, voilà. Et toutes ces solutions-là ensemble essayent d'éviter tous ces pièges. Et merci beaucoup Jean-Christophe. Peut-être pour passer la parole à Sophie, c'est vrai que tu as mentionné un point, alors je pense qu'on va pouvoir y revenir, mais peut-être que Sophie, aussi dans ton commentaire à la fois de l'ouvrage de Jean-Christophe et de ce qu'il dit, tu pourrais y revenir. Tu as insisté sur cette importance de la liberté de choix dans l'expérimentation de Territoire Zéro Chômeur. Et donc notamment d'une part parce que, tu l'as expliqué, un des aspects les plus intéressants et originaux de Territoire Zéro Chômeur, c'est aussi de proposer des emplois qui sont conçus avec les personnes concernées. On commence par leur demander aussi ce qu'elles savent faire, ce qu'elles ont envie de faire. Et on essaie on part pas simplement d'une demande solvable qui existe, quelqu'un a de l'argent, vous fassiez ça. Voilà. Et par ailleurs, donc cette liberté, le premier aspect de liberté de choix, et le deuxième qui est donc le fait qu'après, ces emplois qui sont élaborés comme on peut, vous les proposez à temps choisi et à des personnes qui sont libres de les refuser sans risquer un impact négatif sur les allocations qu'elles perçoivent. Je cherchais la formule exacte. Et or, bien sûr, ça, c'est quelque chose qui nous renvoie et un problème se pose évidemment pour l'expérimentation, enfin, c'est souvent le cas, qui est la modification qu'on a aujourd'hui des règles sur l'accès à ces allocations qui va forcément impacter à un moment l'expérimentation elle-même. Alors, je ne sais pas, peut-être Sophie, toi qui, au Secours 4, voilà, un peu sur le front, sur le fond, sur ces questions-là, je pense que c'est quelque chose que tu pourras, voilà, dans la conversation, on pourra peut-être revenir sur ces modifications-là et comment elles risquent d'affecter l'expérimentation et puis les initiatives qu'on mène contre. Je t'en prie, Sophie. Merci beaucoup. Je vais essayer d'égrener un petit peu les liens que j'essaye de construire. Enfin, j'ai un peu la situation un peu particulière d'être la troisième et d'avoir contribué modestement un peu au rapport Un boulot de dingue et de voir aussi Territoire Zéro Chômeur de longue durée se développer, puisqu'au Secours catholique, du coup, on est aussi impliqués, les délégations du Secours catholique sont aussi impliquées dans cette aventure, qui, je pense, n'est plus de l'ordre d'une expérimentation, enfin, qui est vraiment là et qui doit être pérennisée, j'y reviendrai. Pour essayer de tisser, enfin en tout cas de trouver des fils un peu directeurs dans tout ça et en même temps de marquer peut-être un peu les différences aussi. Je partirais peut-être de la stigmatisation des personnes, la stigmatisation ressentie par les personnes hors emploi. C'est ce qu'expriment particulièrement les personnes du collectif qui ont participé à Un boulot de dingue. Et en fait, au fond du fond, c'est ce besoin de reconnaissance sociale, en fait. Et notre société, elle est faite de telle manière encore aujourd'hui que l'emploi reste un facteur majeur pour obtenir de la reconnaissance sociale dans notre société. C'est cette question de la reconnaissance sociale qui passe par la rémunération, mais qui passe par d'autres mécanismes, qui est aussi un facteur de colère énorme, de colère sociale.
Et c'est ce que les personnes expriment quand elles font par exemple des grèves, les grèves du chômage d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette expression de dire d'exprimer un droit à l'emploi qui est par ailleurs reconnu dans la Constitution, c'est-à-dire que la Constitution, enfin le préambule de la Constitution, c'est intéressant parce que ça dit les gens, enfin en gros les personnes ont le devoir de travailler et le droit à un emploi. Et ce devoir de travailler, c'est un travail qui n'est pas forcément en emploi. Et c'est aussi intéressant de se poser là-dessus et de dire que justement cette reconnaissance du travailleur emploi, il fait partie aussi de cette distinction qui est essentielle et qui était déjà bien sentie a priori par les gens qui ont rédigé le préambule de la Constitution, de faire cette distinction entre le devoir de travailler et le droit à un emploi. Comme je l'ai dit, du coup, la reconnaissance sociale, elle passe par l'emploi, mais elle passe pas forcément par l'emploi. Et c'est cette contribution qu'on essaye de mettre dans le débat public avec un boulot de dingue, et qui est aussi de dire que garantir des protections plus importantes aux personnes qui travaillent en dehors d'un emploi. C'est aussi une manière de permettre que l'emploi ce soit pas l'alpha et l'oméga, ce qui nous permette de vivre, ce qui nous permette d'avoir un revenu sans lequel on ne pourrait pas vivre. En fait, l'emploi, c'est quand même ça. Si on ne travaille pas, si on n'a pas un patrimoine, si on n'est pas rentier, si on n'a pas d'emploi, on peut pas vivre décemment, quoi. Et nous, ce qu'on essaye de poser, c'est que en reconnaissance travailleur-emploi, en fait, on voudrait peut-être permettre une plus grande circulation dans la vie entre des périodes d'emploi et des périodes hors emploi, parce qu'il y a des choses à faire, en fait. Parce qu'il y a tout ce que Célina a raconté, ce que vivent les personnes de l'entraide dans un quartier, de prendre soin à un moment donné de quelqu'un de sa famille qui est malade, qui est en situation de handicap. Et en fait, notre vie, elle est faite de moments comme ça où l'emploi, il est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire par ailleurs. Et donc, c'est cette circulation qu'on aimerait pouvoir garantir avec, du coup, en renforçant notre protection sociale. Et je trouve que donc c'est pour moi aussi un peu cette différenciation entre nous, ce qu'on essaie de défendre, et Territoire zéro chômeur de longue durée, pour lequel on est dans le cadre d'un contrat, d'un CDI avec un SMIC. Donc on est bien dans quelque chose qui est l'emploi, quoi. Et pour rebondir, je continue un peu les liens entre les deux. Cette question de la définition des activités essentielles, pour moi, c'est un lien énorme entre les deux et qui mérite d'être un peu creusé. C'est ce constat que, en fait, c'est pas le travail qui manque. D'une certaine manière, il y a pas mal de travail sur lequel il y a des emplois qui n'est pas forcément très utile à la société. Moi, j'ai un peu un truc contre les cabinets de conseil. J'espère que personne ne travaille dans un cabinet de conseil ici. Mais je trouve que parfois, j'ai tendance parfois à interroger l'utilité sociale de ce que font les cabinets de conseil. Il y a tout un champ du travail qui n'est pas la question du soin aux personnes, la question la question écolo, la question du soin à la nature, qui n'est pas remplie. Et en fait, on se rend compte que quand le critère de rentabilité marchande n'est pas le seul déterminant dans le choix des activités, eh bien, il y a un grand nombre de travaux utiles et d'une grande diversité qui sont à faire. Et je trouve particulièrement intéressant de faire une connexion entre l'exercice que nous proposait Bruno Latour après le Covid et dans la poursuite de ce qu'il avait écrit sur Où atterrir. C'était ça le titre de son ouvrage. Il nous avait invités collectivement, dans un exercice de délibération collective, à faire la liste des activités dont on s'est senti privé pendant le confinement. Et qui nous ont donné l'impression d'une atteinte à nos conditions essentielles de subsistance. Et pour chaque activité, ils nous demandaient d'indiquer si on aimerait que ces activités elles reprennent à l'identique, elles reprennent mieux ou qu'elles reprennent pas du tout.
Et c'était très intéressant de se poser cette question de qui et de quoi je dépends pour subsister. Et c'est aussi la réponse à laquelle on essaye, enfin les participants au travail sur un boulot de dingue ont essayé de répondre, et c'est aussi cette question, j'ai l'impression, qui se pose dans les comités locaux d'emploi, c'est cette prise de conscience de nos interdépendances fondamentales entre êtres humains, et du coup, où est-ce qu'on met où est-ce qu'on concentre notre travail, où est-ce qu'il y a du besoin qui n'est pas rempli, et en fait, comment tout ça trace une forme de chemin vers la transition écolo qu'on doit mener, vers cette société qui, en fait, construit des choses beaucoup plus durables, plus soutenables, parce qu'elle s'empare de cette question de l'essentiel non satisfait, et de cette définition collective de l'essentiel non satisfait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si nous, on ne se pose pas la question de qu'est-ce qui compte dans nos vies et de ce qu'on veut du coup produire, et comment on le produit après, c'est pas, a priori, c'est pas le monde économique tel qu'il fonctionne aujourd'hui sur des modèles, sur des logiques marchandes et de rentabilité qui va le faire. Et c'est en ça, je trouve que... c'est en ça que moi, c'est une dimension de Territoire Zéro Chômeur que je trouve assez fascinante et assez novatrice. Et donc, je continue un peu sur mes liens. Je trouve qu'il y a une dimension de contexte aussi qui s'impose dans le lien entre un boulot de dingue et Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Contexte au sens où le rapport un boulot de dingue, il s'inscrit dans un contexte un peu particulier qui est celui de Emmanuel Macron, le président de la République, au moment où il fait campagne pour être réélu, qui annonce 15 heures obligatoires d'activité prochainement pour les allocataires du RSA. C'est-à-dire il faut activer les allocataires du RSA qui sont vus du coup comme des personnes assistées, passives, inactives. Et en fait, ces attaques, cette réforme qui s'inscrit aussi dans la réforme de l'allocation, de l'assurance chômage, qui restreint les droits des personnes au chômage, ces attaques-là, elles s'inscrivent dans une logique de la part du gouvernement qui est celle de ne pas penser l'amélioration de la qualité, l'amélioration de l'emploi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est plutôt dans un contexte où, bon an, mal an, pour des raisons démographiques et pas pour des raisons de création d'emplois, là on est totalement d'accord, il n'y a pas beaucoup plus d'emplois créés. Par contre, démographiquement, le chômage va diminuer parce qu'il y a un effet démographique. Le baby-boom fait que l'arrivée à la retraite des gens qui sont nés au moment du baby-boom fait qu'à un moment donné, le chômage va structurellement baisser. Et ce qui est plutôt en faveur du pouvoir de négociation des travailleurs pour une amélioration des conditions d'emploi. Or, c'est pas du tout ce qu'on constate, et en tout cas, c'est parce qu'il y a ce pouvoir de négociation des travailleurs pour demander de meilleures conditions d'emploi que d'une certaine manière, on comprend aussi pourquoi le gouvernement attaque directement les droits des personnes hors emploi et des allocataires du RSA. C'est aussi une forme de stratégie d'empêcher, et c'est aussi la logique de la réforme du RSA, c'est-à-dire de pousser les chômeurs dans les métiers en tension de manière assez brutale, pour surtout pas poser la question de la qualité des emplois dont il s'agit. Et ce, alors même que la France est quand même une contre-performance à l'échelle européenne en matière de qualité d'emploi. C'est notamment les travaux d'un collectif de chercheurs qui ont sorti un ouvrage en fin d'année dernière qui s'appelle « Que sait-on du travail ?», ouvrage hyper intéressant qui pose la question de justement, on n'est plus sur, la recherche s'est beaucoup concentrée sur comment fonctionne le marché du travail pour résoudre la problématique du chômage. Aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question de c'est quoi les emplois qu'on produit, c'est quoi la qualité du travail et c'est quoi la qualité des emplois aujourd'hui en France. Et le constat, c'est qu'on est très mauvais
Ce qu'on observe, c'est une intensification du travail, des modes de management qui produisent beaucoup de mal-être, la digitalisation du travail, un manque d'autonomie des travailleurs en France, un manque de participation au processus de décision, donc très peu de démocratie en fait dans le champ du travail, des métiers essentiels qui sont absolument pas reconnus et valorisés, et une logique très française qu'on ne voit pas dans d'autres pays européens, qui consiste à voir le travail humain comme un coût qu'il faudrait absolument réduire, alors que dans d'autres pays, on peut être plus enclin à considérer le travail humain comme un potentiel dans lequel on peut investir. Et pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que pour moi, c'est un peu au cœur de ce dont on parle, c'est-à-dire pour moi, territoire zéro chômeur de longue durée, c'est pour moi un potentiel de poche de résistance pour ces questions de dignité du travail. À un moment où même l'emploi dans le secteur public se dégrade énormément. Et sous le coup d'attaques aussi assez concrètes, là encore, le gouvernement souhaite rémunérer les fonctionnaires au mérite, ce qui est quand même une attaque assez fondamentale au statut de fonctionnaire. Donc en fait, à un moment où la qualité de l'emploi et du travail est toujours en dégradation, c'est pas récent, mais toujours dégradée dans le privé, et où ça s'étend quand même largement au public, en fait, territoire zéro chômeur de longue durée, à une échelle certes petite, c'est un endroit où justement on pense cette question de l'emploi décent. Qu'est-ce que c'est que la dignité au travail ? Qu'est-ce que c'est que d'avoir de l'autonomie dans son emploi ? Qu'est-ce que c'est que de pouvoir prendre part au processus de décision au sein d'un collectif, etc. Et donc pour moi, c'est d'autant plus nécessaire de le défendre, parce que c'est un peu attaqué aussi. Enfin, là, on a eu un peu chaud au moment du projet de loi de finances, parce que le gouvernement voulait baisser les subventions à territoire zéro chômeur de longue durée, donc il a fallu se battre. Et encore une fois, d'une certaine manière, c'est pas très étonnant. C'est-à-dire à un moment donné où le gouvernement fait passer la loi plein emploi, où l'objectif c'est quand même de pousser les gens dans les métiers en tension que personne ne veut, territoire zéro chômeur de longue durée, où en fait les gens ils sont contents d'aller au travail, c'est pas trop, pour le gouvernement c'est pas forcément le genre d'expérience pour le coup qui les arrange, parce que ça pose la question de la qualité du travail, et que c'est pas le programme du gouvernement aujourd'hui. Et pour terminer là-dessus, je suis assez convaincue. Je suis assez convaincue que la raison pour laquelle il faut défendre territoire zéro chômeur de longue durée, c'est que justement ça peut être sur cette idée de poche de résistance, ça peut éventuellement faire levier. Et c'est ce que tu racontes à la fin du bouquin, c'est comment en fait je ne sais pas si c'est dans une logique de coopération où les entreprises, par ailleurs, peuvent trouver un sens, peuvent se laisser. Il y en a qui se laisseront inspirer par ce qui se développe dans territoire zéro chômeur et qui se l'approprieront. Mais je pense que il y a peut-être, en fait, il y a aussi, c'est quand même une logique de rapport de force, c'est-à-dire que plus territoire zéro chômeur de longue durée grossira et existera et donnera à voir une autre manière qu'est l'emploi, et plus en fait on aura potentiellement une logique concurrentielle, c'est-à-dire qu'un travailleur il aura le choix entre avoir des conditions dégradées dans le public ou le privé, ou travailler dans territoire zéro chômeur de longue durée et avoir des conditions de travail meilleures. Et du coup, forcément qu'à un moment donné, ça titillera peut-être le secteur, le droit commun, je ne sais pas comment on peut l'appeler comme ça, mais le marché du travail tel qu'il est aujourd'hui, pour se poser 2-3 questions sur comment améliorer les conditions de travail des personnes dans chez elles, quoi. Et voilà. C'était un peu... Voilà, je crois que j'ai pas terminé mon propos. C'est déjà pas mal, merci beaucoup. Est-ce que, Jean-Christophe, tu avais des choses où Non, je vous relance. Alors, je me permets, avant d'ouvrir la parole à la salle et de nous la redonner, de mentionner alors 2 éléments. Déjà, la première chose que je tenais à mentionner, c'est que ce rapport
qui est vraiment excellent, très stimulant, très intéressant, qu'on trouve gratuitement en ligne. D'ailleurs, vous pouvez aussi demander sur la page du rapport sur le site du Secours catholique, vous en faire livrer des exemplaires pour les distribuer autour de vous. Je vous le signale à côté. On vous le recommande. On vous le recommande, voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez faire ça pour ce rapport et qui en fait est la suite en fait d'un autre rapport. Au moins aussi intéressant et qui se lit aussi bien. Donc un autre rapport qui était issu de cette collaboration entre officiel entre le Secours catholique et Aequitas, et qui était aussi, il me semble, signé par ATD Caramonde. Un rapport donc, que vous avez mentionné toutes les deux, il me semble, qui s'appelait donc Sans contrepartie pour un revenu minimum garanti. Un rapport qui avait... ceci donc voilà, c'est important de mentionner dans le cadre de ce séminaire, c'est un rapport dans lequel qui était produit par donc, des militantes associatives et politiques, principalement associatives, et dans lequel on trouvait la première tentative de produire des textes, des chiffres qui soient publics sur les sanctions des allocataires de RSA. Quelque chose qui était complètement absent et qui est, à ma connaissance, encore absent de la littérature scientifique sur le sujet. Peut-être qu'avec, alors d'ailleurs, peut-être qui était donc la première tentative et qui sera peut-être la dernière, parce que la réforme en cours a peut-être supprimé ce nom de RSA, donc peut-être que la seule tentative, le seul moment où on se sera intéressé, au moment où on sanctionne les allocataires du revenu minimum garanti, c'était produit par les associatifs. C'est quelque chose qui ne semble pas intéresser du tout, voilà, le monde scientifique, malheureusement, se lave encore les mains, et dont les administrations semblent, en tout cas, si elles comptent ces choses-là, puisqu'on revient sur cette question de la comptabilité, ne s'empressent pas, font beaucoup d'efforts pour que ces chiffres ne soient pas rendus accessibles. Alors, je mentionne ça puisque c'est aussi le moment où je peux exprimer le fait que je suis par ailleurs responsable du programme de recherche du Mouvement français pour un revenu de base. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion pour moi de mentionner qu'on est ce soir filmé par l'équipe une équipe de documentaristes qui travaille à une série documentaire qui s'appelle De Base, qui est donc une série documentaire autour de l'idée de revenu inconditionnel, mais en fait au-delà, qui essaie de revenir sur le processus de création du RMI, du RSA, et en fait sur l'ensemble des propositions qui visent à la garantie des moyens matériels d'existence. Parce qu'en fait, c'est aussi un des deux sens de la notion de revenu de base, qui est souvent un peu mal comprise, mais qui est une notion assez complexe, qui en fait a deux sens en pratique. Un premier sens que je mentionne, qui est celui qui amène ce mouvement pour revenu de base à soutenir ce genre d'initiative, qui est en fait c'est un idéal, une aspiration, qui est l'idéal, l'aspiration à la garantie inconditionnelle et universelle des moyens matériels d'existence pour tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde ait sans condition de quoi satisfaire sa subsistance. Et par ailleurs, qui a un sens plus étroit, qui est celui d'une manière de distribuer des ressources, c'est-à-dire le fait de verser un revenu en cash, sur une base individuelle, sans contrôle d'activité et à tout le monde. Et alors, l'une des choses qui nous avait intéressé dans le rapport précédent, qui me semble, c'est l'idée d'un revenu sans contrepartie, rejoint en large mesure ce que c'est qu'un revenu de base au sens étroit. Alors, on pourrait dire que on le donne pas, on le donne pas à tout le monde, mais en fait, en pratique, vous l'avez mentionné toutes les deux. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport, vous mentionnez le fait que quand on gagne assez d'argent pour payer l'impôt sur le revenu, alors on peut, quand on fait des dons, s'en voir rembourser une partie. C'est une des façons dont, quand on a de l'argent, on est récompensé d'en avoir. Mais une autre manière, beaucoup plus simple, elle est dans le calcul de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant, puisque ce n'est pas l'enjeu de la conférence, mais dans la façon dont marche la progressivité de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que donc l'impôt sur le revenu, qui n'est certes qui n'est pas l'impôt qui ramène le plus d'argent dans les caisses de l'État, mais qui est le principal instrument redistributif de l'arsenal juridique français. C'est donc un impôt, s'il est progressif, ça veut dire c'est pas seulement que plus on gagne, plus on paye, que si tout le monde payait le même taux d'impôt, plus on gagnerait, plus on paye, c'est que plus on gagne et plus le pourcentage d'impôt qu'on paye, plus on gagne d'argent, plus le pourcentage d'impôt qu'on paye est fort. Et ça, aujourd'hui, la façon dont c'est structuré, c'est que ça fonctionne par tranche, ce qui fait que
personne ne paye d'impôt sur les 10 000 premiers euros qu'on gagne. Et ça, en fait, c'est un avantage qui est présenté souvent comme un avantage des plus pauvres. On dit, regardez, la moitié des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu. Et en fait, qui est un avantage dont on ne bénéficie à plein que quand on gagne plus de 10 000 euros. Si vous gagnez moins de 10 000 euros, le fait que vous ne payez pas d'impôt sur vos 10 000 premiers euros, bon, bah, si j'en gagne que 5 000, c'est gentil. C'est comme le fait qu'on me déduise 66% de mes impôts d'un don, ça ne m'atteint pas. Donc en fait, dans le calcul de l'impôt, aujourd'hui, les classes moyennes supérieures reçoivent déjà un revenu de façon inconditionnelle dans le calcul de leur impôt. Alors, je mentionne ça, bon, je me sens prêt aussi déjà à répondre, parce qu'aujourd'hui, on va dans le sens exactement inverse, c'est-à-dire qu'on va conditionner l'accès au strict minimum à des heures. Alors le gouvernement n'ose même plus dire de travail, du coup même pas de travail gratuit, en tout cas à des heures d'activité qui vont être justifiées d'une manière ou d'une autre. Et alors, quelle pression ça fait peser aussi sur une expérimentation, sur l'action de Territoire Zéro Chômeur, sur la liberté de choix qui est à son cœur. Et par ailleurs, en parlant de cette pression qui est là, je pense que c'est quelque chose que tu abordes un peu dans le livre et sur lequel tu es sur le front souvent, Jean-Christophe, puisque depuis que Territoire Zéro Chômeur n'est plus seulement une expérimentation, mais une action en cours, il s'agit à la fois de la défendre, de défendre son extension et aussi de la défendre, peut-être pas contre elle-même, mais contre les risques de déformation de cette initiative, qui sont des risques contre lesquels la Télécarmonde a l'habitude de se battre, notamment ceux de l'écrémage des pauvres, c'est-à-dire de ne plus viser un territoire forcément zéro chômeur, mais bon, d'offrir les emplois aux moins exclus, et puis le fait que encore une fois, cette réduction de la liberté de choix, c'est-à-dire que quand à l'extérieur il n'y a plus de moyens de subvenir à ses besoins, ou quand ce moyen devient de plus en plus conditionné, alors est-ce qu'il n'y a pas un risque pour Territoire Zéro Chômeur de devenir finalement d'être instrumentalisé par l'État pour devenir une forme d'organisation de cette activité obligatoire? C'est un peu trop de choses. Alors la réponse, elle va être simple et brève, c'est que cette loi-là dont la mise en œuvre commence, là, sur 15 heures d'activité obligatoire en contrepartie du RSA, on n'en veut pas, point. Enfin, toutes les organisations se sont exprimées pour plein de raisons, sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que vous trouvez ça sur nos communiqués divers et variés. On n'en veut pas, il n'est pas question que ça recoupe des projets comme Territoire Zéro Chômeur. Territoire Zéro Chômeur, c'est un contrat de travail de droit commun, c'est un emploi utile, librement choisi par la personne, à temps choisi. Donc, sinon, ça s'appellera plus Territoire Zéro Chômeur. Et voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Moi, je voulais aussi préciser quelque chose, parce que là, tu as parlé de revenus de base inconditionnels. Il me semble que le Secours catholique à Télécarmonde se sont positionnés sur une amélioration du revenu garanti, sans contrepartie de travail, d'activité obligatoire, etc., mais conditionné au revenu. Enfin, c'est-à-dire que nous, on reste sur une amélioration du RSA, qui devrait, à notre sens, dont le montant devrait être plus décent, qui devrait être sans contrepartie d'activité obligatoire, et qui devrait s'étendre, toucher les jeunes à partir de 18 ans. Voilà. On ne s'est pas positionné sur un revenu de base inconditionnel pour différentes raisons, parce qu'on n'y a pas encore réfléchi, et parce que, on procède par expérimentation aussi, et par réflexion dans nos universités populaires Carmonde, par exemple, et que ça, on ne l'a pas assez travaillé. Donc voilà, on n'a pas de... Et il y a toujours cette confusion quand on parle de revenu minimum garanti, revenu de base inconditionnel, on met tout ça dans un même sac. Pour moi, c'est des choses très différentes. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Oui. Oui, alors... Est-ce que... Mais c'est pas, t'avais une autre... Non, je t'en prie. J'allais vous dire que tous ensemble, comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, l'écart, encore une fois, entre la proposition d'un revenu inconditionnel et le fait de rendre inconditionnels les minima sociaux
est pratiquement, est inexistant. En tout cas, sur le sens étroit de la notion de revenu inconditionnel, de distribuer de l'argent, puisque, encore une fois, les personnes, par le jeu du fonctionnement de l'impôt sur le revenu, les personnes qui gagnent suffisamment d'argent reçoivent déjà l'équivalent du RSA. En fait, je peux simplement mentionner cette chose-là, c'est que donc l'impôt sur le revenu fonctionne par tranche, que je suis rentré dans cette démonstration. La première tranche est à 0%, la deuxième à 11% et la troisième à 30%. Donc à partir de 25 000 euros par personne et par an, quand vous gagnez entre 25 000 euros et 75 000 euros par personne et par an, on vous demande 30% d'impôt sur ces revenus. On ne demande pas aux gens, pour calculer leur impôt, de faire faites 0% de telle somme, faites 11% de telle somme et faites 30% de ce qu'il y a au-dessus. On leur dit faites 30% de tous vos revenus, moins une somme. Et cette somme, c'est la différence entre si on payait 30% d'impôt dès le premier euro et le fait que sur les 10 000 premiers, on n'en paye pas, et sur les 11 000 de plus, on n'en paye que 11%. Cette somme, aujourd'hui, c'est 6 000 euros. Et 6 000 euros, c'est 500 euros par mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau des chiffres, très concrètement, les personnes qui payent de l'impôt à la troisième tranche d'impôt sur le revenu, quand on leur calcule leur impôt, on leur dit calculer moins 6 000 euros, moins 500 euros par mois, qui est exactement le montant du RSA. Donc ces personnes reçoivent déjà l'équivalent du RSA de façon strictement inconditionnelle et individuelle. Donc à partir du moment où le RSA lui-même, ou ce qui est aujourd'hui le RSA, devenait un revenu minimum garanti, alors en pratique, il y aurait un revenu de base inconditionnel au sens étroit en France. Après, il reste la question du sens large, et là, c'est là que pour ça, il faudrait combiner pas seulement ce dispositif qui toucherait les personnes adultes, mais il faudrait aussi sans doute réformer les allocations familiales de différentes manières, puisque aujourd'hui, on sait que l'argent, on ne donne pas le même argent selon qu'un enfant naît dans une famille riche ou pauvre et selon qu'il naît premier, deuxième ou troisième dans une famille, donc il y a beaucoup de choses à réformer, et les minimums vieillesse. Mais ça, effectivement, ça n'est pas du tout le sujet, ça n'est pas le même sujet. Et donc voilà, on est encore une fois dans cette question de cette aspiration à la garantie des moyens matériels d'autonomie. Des dispositifs comme Territoire zéro chômeur et comme ceux qui sont mentionnés dans le rapport ont toute leur place. Donc, je t'en prie, Sophie. Oui, enfin en fait, le sens, à mon sens, du rapport pour un revenu minimum garanti sans contrepartie, c'était notamment par rapport aux sanctions. Et c'était l'idée de dire que aujourd'hui, il y a un socle RSA qui est autour de 607 € si on n'enlève pas le montant d'APL, sauf que au regard des sanctions qui peuvent, qui menacent ces allocataires, une partie de ce montant peut être supprimée et avec la nouvelle réforme pourrait être suspendue, avec peut-être à un moment donné ça revient si la personne se conforme à ses obligations, mais il n'empêche que c'est la promesse à un moment donné que c'est le risque, c'est le qu'en fait, il se soit bien moins que 600 €, sachant que le seuil d'extrême pauvreté est à 800 €. Donc déjà qu'avec 600 €, concrètement, le pays n'est pas digne de cette promesse constitutionnelle, pour le coup, qui est celle de garantir des moyens convenables d'existence aux personnes. En fait, ce revenu, le RSA par exemple, n'est même pas garanti dans son intégralité, quoi. Donc c'était l'idée, et c'est encore des réflexions qu'il faut qu'on poursuive ensemble avec le Secours catholique, ATD et d'autres, Equitas bien sûr. Est-ce qu'on partirait sur quelque chose de l'ordre d'un RSA socle intouchable, auquel on pourrait, il n'y aurait pas de sanction là-dessus, et une partie qui pourrait être en plus venant valoriser telle ou telle chose qui reste à peu près à définir, parce que là c'était toute la question de aussi cette obligation à contribuer, tous les risques qu'a identifié Célina plus tôt. Donc c'est un peu ces réflexions-là qu'il faut qu'on poursuive. Et il y a bien sûr la question de sans contrepartie, au sens où quand on parle de socle, ça doit être socle, quoi. Ça ne doit pas être conditionné à quoi que ce soit. Et je trouve que ce qui était intéressant aussi dans ce rapport, c'était la documentation
de cette logique d'activation des personnes qui a totalement envahi les politiques publiques en matière d'aide sociale. Donc, ce principe que les personnes sont passives et qu'il faut les activer, et que pour les activer, il faut les menacer de sanctions et il faut conditionner l'aide. C'est ça la logique. Et c'est là où, du coup, il y a un parallèle qui est aussi intéressant avec Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est que Territoire zéro chômeur de longue durée n'active pas les personnes, ils activent les dépenses. C'est-à-dire que les dépenses sont passives et on les active. Alors que, ce qui est pour le coup radicalement différent des politiques menées par le gouvernement, par les pouvoirs publics depuis un certain temps. Peut-être pour relancer la conversation, c'est Jean-Christophe, tu évoquais que dans le rapport, Territoire zéro chômeur était présenté sous un seul angle. Alors, c'est vrai que cet angle, est-ce que peut-être tu pourrais... peut-être que ça suffirait à te relancer. Alors, il me semble que l'angle, c'est celui de recenser sur un territoire les activités, utiles, socialement utiles, mais non rentables économiquement. Ouais, je crois que la salle proteste. Alors écoutez, juste dire sur ça, c'est pour dire que c'est vrai que c'est sur ça qu'on a mis l'accent dans le rapport, sur l'expérimentation ou sur Territoire zéro chômeur dans le rapport, parce que ça venait aussi combler un élément essentiel qu'on a mis en évidence dans le rapport et que vous mettez en évidence aussi dans vos comités locaux de gouvernance, c'est que, en fait, tout ça, ça peut se faire que si on décide collectivement de ce qui est utile, de ce qui est important et de comment on le met en place. Et ça, c'est quelque chose que vous faites. Donc, c'était important pour nous de dire que ça aussi, ça existe. Donc moi, je voulais déjà vous remercier pour la présentation du rapport qui fait écho à mon livre de chevet depuis que j'ai 14-15 ans, qui est Le droit à la paresse de la femme. Voilà, ça c'est dit. Et j'avais une autre question par rapport au Territoire zéro chômeur, par rapport à des choses que j'ai entendues. Tu parlais des différents acteurs, donc d'un côté les collectivités, l'entreprise, les volontaires pour signer les contrats, la position des syndicats par rapport à ça, parce que pour moi, le syndicat est obligatoirement lié au travail. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on perd énormément en qualité de travail, c'est que le syndicat perd de sa valeur. Ah oui. Est-ce qu'on prend 2-3 oui, questions peut-être, ou... parce que sinon je ne sais pas si c'est une question ou une réflexion par rapport à tout ce que vous venez de dire, que c'est assez... passionnant de voir toutes ces initiatives, toute cette énergie consacrée à essayer de redéfinir ce que c'est qu'une activité utile par rapport à l'emploi, etc. Donc vous avez dit beaucoup de choses, mais moi ce qui me traversait l'esprit en vous écoutant, c'est la force disons d'une vague culturelle, la vague culturelle capitaliste qui va nous inciter à faire des choses comme penser que systématiquement payer pas cher, c'est bien. Comme le fait que accélérer toujours tout, c'est bien. Comme le remplacement de l'activité humaine, des activités humaines par des machines, c'est bien. Et là, aujourd'hui, on a quelque chose qui est une espèce de tsunami qui est en train de nous arriver dessus et qui est à peine perceptible, qui est, je crois que tu as utilisé l'expression de numérisation de nos vies, c'est-à-dire les intelligences artificielles qui arrivent et qui vont être en capacité de remplacer des activités. On ne sait pas si ça se chiffre en millions, en dizaines de millions, en centaines de millions de personnes sur la planète, puisqu'on va être en capacité de faire ce remplacement-là. Et donc... voilà, moi, ce que vous dites vient télescoper un peu cette espèce encore une fois, de bain culturel qui est là et qui va jusqu'à ce que disait, je crois, Télémaque en disant quand on veut inciter les gens à soutenir une cause, on va leur dire vous allez être exonérés fiscalement. C'est-à-dire, on fait une ristourne sur le fait qu'ils sont en train d'aider une cause à laquelle ils croient, sur cette idée encore une fois, de restreindre les coûts à tout. Voilà. Et donc. Voilà, donc je dis ça parce que tout ce que vous me dites, je trouve ça vraiment absolument passionnant et on essaye, nous, de
voir comment on peut étendre et populariser ça. Mais on est dans un bain culturel qui est quand même assez redoutable, avec ces critères-là, les critères de vitesse, les critères de moindre coût, etc., qui sont terribles et qui sont très présents. Voilà, donc c'était plus une... Je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais moi, vous m'avez inspiré cette réflexion sur où nous en sommes aujourd'hui, y compris politiquement. Mademoiselle, madame. Il y a une question. Je veux dire quelque chose qui m'a fait passer par un bisounours dans beaucoup d'instances, y compris dans nos associations parfois. C'est par rapport à l'utilité qu'on a tous, bien sûr avec nos grandes diversités, nos limites, enfin bref. L'une des personnes qui a contribué à m'élever, à sa façon, avec ses limites, mais aussi avec ses grandes qualités, c'est une de mes tantes, une des sœurs de ma mère. Elle travaillait beaucoup, elle rendait service à tout le monde, mais le marché du travail n'était pas adapté à elle. Alors, je ne pense pas que c'est elle qui n'était pas adaptée au marché du travail, mais c'est vrai qu'elle faisait plein de choses pour rendre service à plein d'habitants de son village et contribuer à l'éducation de ses neveux, dont j'avais le privilège de faire partie. Voilà. On sentait bien qu'elle était fragile, puisque ma mère me disait de temps en temps pudiquement qu'elle faisait des petits séjours à l'hôpital psychiatrique départemental. Donc on sentait bien qu'elle était fragile, mais nous, comme enfants, bon ben voilà, c'était pas un obstacle majeur, parce qu'elle était présente, elle nous chouchoutait, elle était régulière, elle nous oubliait pas, elle n'oubliait pas les anniversaires et tout et tout et tout. Voilà, donc je me dis, sans ma hache, s'il y avait des crétins qui osaient dire que cette femme n'était pas utile et que son AH c'est du gaspillage d'argent public, je veux dire, c'est un manque de connaissance de l'humanité à ce niveau-là. Hein, j'ai des cousins, des petits-cousins qui ne sont pas nécessairement ouverts à ce qu'on dit actuellement, qui ça pourrait le dire très vivement. Voilà, bon, ça peut paraître naïf, bêta, bisounours, mais c'est des choses qui m'ont aidé à comprendre. Et puis, tu me coupes, hein, Télémax, si je parle trop. Un dernier petit exemple. Quand j'étais un peu jeune, avec des amis, on allait dans des grands squats qui venaient d'ouvrir. Et le temps que les nouveaux habitants s'approprient les lieux, après, surtout qu'il fallait faire le ménage dans les apparts, dans les parties communes, le temps de s'installer, parfois avec les enfants et tout. On faisait le ménage des parties communes. Et il y avait un jeune qui avait mis sur sa porte « La société est pourrie et comme j'ai beaucoup souffert depuis ma naissance, elle me doit réparation et elle me doit, à l'époque c'était le RMI, elle me doit le RMI tout de suite. » Et puis un soir, on arrive pour faire notre petit ménage des parties communes et le même gars, avec des copains de son âge, ils étaient en train de nettoyer la cour. Et la cour, effectivement, s'il n'avait pas nettoyé, elle était vraiment très dégueulasse. Donc, bénévolement, ils faisaient un boulot très dégueulasse. Et comme par hasard, à l'autre bout de la cour, pas très loin, il y avait des petits, de 3, 4, 5, 10 ans pour s'occuper des plus petits. Et visiblement, ce qui donnait sens à ce qu'ils faisaient, c'était la présence des petits qu'ils ne connaissaient pas au départ. J'extrapole peut-être trop, mais moi j'ai la faiblesse de penser que c'était ça qui les avait motivés. Hein, parce que pour le reste du temps, ils étaient assez nihilistes, etc., pour des raisons que je comprends. Hein, mais voilà. Et je me dis, après on a perdu le contact, parce qu'on est passé à d'autres squats, qu'il fallait qu'ils vivent leur vie. Mais je me dis, j'espère que ce jeune et ses copains sont tombés après sur d'autres acteurs qui a appris à les connaître et qui ont réfléchi avec eux sur leur expérience et de se dire, qui leur ont aidé à percevoir que ce qu'ils avaient fait là, qui avait du sens pour eux, tant qu'à faire, autant que ça permette une formation professionnelle plutôt que de le faire que bénévolement, même si le bénévolat est très noble, bien sûr, c'est pas. Mais de se dire, voilà, le boulot, même quand c'est dégueulasse, parfois, pas toujours, parfois ça a du sens. Mais ça doit être reconnu. Et c'est pas du tout bisounours, c'est de dire qu'on a tous une utilité. Le tout, c'est de la chercher ensemble et de la trouver ensemble. Alors, dernier exemple, les collègues, parce que moi ce sont des collègues, même qui sont salariés d'un ESAT, qui une fois par semaine passent dans nos bureaux pour ramasser
les papiers qu'on met dans les poubelles ad hoc. Hein. Mais parfois, certains d'entre eux me remettent un peu d'aplomb parce que je suis contraint, c'est un plaisir après, mais je suis contraint d'arrêter à courir, à aller dans tous les sens, à avoir la prétention de faire 15 choses à la fois, pour parler à une personne qui vient me rendre un service. Dans notre attitude, comment on reconnaît à chacun l'utilité qu'elle a pour les autres, hein. Merci Fabrice de repartir de ces savoirs issus de l'expérience du coup. Alors c'est vrai que c'est aussi une manière, finalement, est-ce qu'on était si hors sujet que ça? Peut-être pas une des choses qui ressort aussi beaucoup de ce rapport, peut-être un peu moins, qui est peut-être un peu moins présente dans ce rapport que dans mais qui est là quand même, que dans le précédent, et qui est quelque chose qui est très proche d'ATD, c'est de donner la parole, le verbatim, les paroles des premières conseillers. C'est aussi beaucoup présent dans ce rapport. Je vais pas, mais c'est vrai On a fait exprès que ce soit pas trop en verbatim, voilà. Parce que on revendique le fait qu'à partir des verbatims et de la discussion, on produit du savoir. Donc on va au-delà de ce qui a été dit en première instance. Parce que je vous assure que tout ce qui est écrit là, ça a été produit avec les gens. Donc ça c'est un petit... voilà. Mais ce qui n'est pas une critique des verbatims en fait, hein, mais qui est juste pour dire en fait notre façon de construire ce rapport. Voilà. Écoute, moi j'aurais un peu envie de réagir à 2-3 petites choses. La première, merci pour le droit à la paresse des femmes. C'est quelque chose quand même, la place de la femme, dont je n'ai pas du tout parlé, mais qui est très présente la grève du réarmement, dans le rapport, parce que quand même, tout ce boulot de dingue, c'est très souvent fait par des femmes. Et l'un des pièges, c'est le piège de remettre des inégalités hommes-femmes, justement, parce que ce boulot du soin, il est quand même, au jour d'aujourd'hui, principalement fait par des femmes. Donc merci pour ce rappel de la femme. Après, je voudrais réagir. Il y a deux, je vais réagir un peu en... Voilà. Il n'y aura pas forcément grand lien, mais bon, sinon c'est trop compliqué. Ce que je voudrais réagir par rapport à ce qu'a dit Vincent, c'est 2 choses. C'est la première chose, c'est que en fait, on s'est rendu compte quand on a fait cet inventaire des activités utiles et vitales, etc., c'est qu'en fait, c'est ce que je disais à un moment, c'est la somme de tout ce qu'il y a à faire. Et c'est ce qui nous rend humains. Et c'est aussi, en fait, la preuve de notre interdépendance. Je vais prendre dans l'autre sens, en fait, c'est-à-dire, il n'existe pas d'indépendance. C'est impossible d'être indépendant. Et ceux qui se croient indépendants, en fait, c'est ceux qui ont l'argent pour payer ceux qui n'ont pas envie de faire. Les choses qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est tout. Donc, en fait, ils ne sont pas indépendants. En fait, simplement, ils ont l'argent. Donc, et en fait, ce rapport, ça a mis en évidence très fortement ça. Et ce rapport est lié aussi à la période où on l'a fait, qui est la période de l'après-confinement, avec ce qu'a dit Sophie tout à l'heure. Et parce que c'est vrai que le confinement, c'est une expérience grandeur nature, en fait, et dont on devrait tirer beaucoup plus d'enseignements. Parce que ça a vraiment mis en avant qu'est-ce qui était important pour survivre. Après, juste un petit clin d'œil, c'est qu'en fait, ce qui fait là, la somme des choses qu'il y a à faire et qui nous rend humains, et pour être humains en interdépendance, et je dirais même après en interdépendance avec la nature, en fait, c'est tout ce qui n'est pas robotisable. C'est tout ce qui ne peut pas être fait par l'intelligence artificielle. Donc si on remet en fait le curseur sur ce qui compte pour faire la vie bonne pour tous, et ben en fait, on sort de cette histoire que les robots fassent tout ce qu'on n'a pas envie de faire, et qu'on ait du temps, et qu'on ait la possibilité de vivre pour faire justement ce qui fait de nous des humains. Voilà. Non, je rigole, mais tu vois, ce genre de choses est apparu très fortement en fait dans nos discussions. Voilà, et juste un petit clin d'œil par rapport aux exemples qu'a donné Fabrice. Il y a une des personnes dans notre groupe, qui est une personne qui est en situation de handicap, et qui a déménagé, en fait, qui a été donc habité dans une autre région, et qui a créé tout un réseau autour d'elle d'entraide. Parce qu'elle avait besoin d'aide pour certaines choses, elle pouvait aussi aider,
Par exemple, entre autres, en allant faire des courses avec son super fauteuil roulant électrique, elle peut porter des packs de lait qui est difficile à porter par d'autres, par exemple. Mais surtout, en fait, elle nous racontait comment, au bout du compte, après notre discussion commune, elle se sentait aussi contribuer par le fait que, en ayant mis à contribution un ensemble de personnes pour l'aider, en fait, elle a créé un réseau. Elle a créé un réseau d'amitié. Et on revient à cette question d'humanité. Elle a créé un réseau d'humanité, en fait. Et maintenant, ils sont tous copains, ils s'entraident bien au-delà d'elle, et elle entraide. Et en fait, c'est un peu pour faire un petit clin d'œil à Fabrice par rapport aux exemples qu'il donnait, où quand on a l'impression on ne contribue en rien, en fait, on contribue. Ceci étant, tout ça n'empêche pas qu'il faut qu'on se pose la question de la reconnaissance de tout ça, en particulier en termes de revenus et de droits, en fait. Parce que, comme disait Génie, l'une des participantes du Carrefour, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le manque d'argent, il peut faire le malheur quand même. Donc, il faut bien qu'on tienne les deux bouts, en fait, de cette discussion-là. Le bout de la reconnaissance, le bout de ces activités qui nous rendent humains, qui ne sont pas forcément des activités à être monnayables, mais des activités qui peuvent être monnayables pour certaines, et puis le besoin d'un revenu décent pour tout un chacun. Je ne suis pas du tout rentré dans les histoires de Carrefour, de savoir, je ne sais pas si tu veux... Je sais. Je vous laisse libre. Je vous ai dit que je vous ai autorisé à esquiver cette question. Moi, je veux bien réagir brièvement aux 3 interventions très riches. Merci beaucoup. Celle sur les syndicats, je ne sais pas si je vais répondre à ton questionnement, mais ce que j'aurais envie de dire par rapport à Territoire Zéro Chômeur, c'est que la participation des syndicats de chômeurs est vraiment fondamentale dans ce projet-là, pas seulement des syndicats salariés. Et parce qu'en fait, pour penser un projet comme ça, c'est très important de penser avec les gens qui sont encore dehors, qui ne sont pas encore rentrés, qui sont encore devant la porte et exclus. Parce que si on ne pense qu'avec même les salariés qui ont été embauchés dans les entreprises à but d'emploi, on va rater plein de choses. Donc les associations de chômeurs et les syndicats de chômeurs, on leur lance vraiment un appel pour que là où ils sont, là où il y a des territoires zéro chômeur peut-être, et puis en 2026, on va quand même vers une pérennisation de ce fonctionnement. Donc il y en aura peut-être dans tous nos quartiers, les syndicats de chômeurs soient vraiment partenaires. Et les syndicats, ils posent à Territoire Zéro Chômeur des très bonnes questions, comme la question des conditions de travail, des conditions de formation, ne pas laisser les salariés dans l'occupationnel, dans un non-encadrement. On peut se mettre en danger encore plus une fois qu'on est embauché. Donc, ils posent la question du droit du travail et ils posent la question que ces emplois créés d'utilité locale ne remplacent pas, ne détruisent pas, ne renforce pas la destruction des services publics et des emplois territoriaux. Donc tout ça, il faut qu'on continue de travailler ces bonnes questions-là. Sur la question, sur ton intervention un peu sur l'esprit dominant du capitalisme, il y a, alors pour le dire vite, les propositions qu'on a à faire, qui sont faites dans le rapport Territoire Zéro Chômeur, c'est des stratégies de robustesse, de résistance, alors que les stratégies du capitalisme, c'est des stratégies de performance, d'optimisation. Mais en fait, je vous invite à vous intéresser aux réflexions d'un chercheur biologiste qui s'appelle Olivier Amand, qui compare l'intérêt des stratégies de performance et de robustesse. Les stratégies de performance, elles sont bonnes, mais elles détruisent beaucoup de choses, et elles sont bonnes dans un environnement connu et stable. Là, on est face à tout un tas de mondes, le marché de l'emploi, l'évolution climatique de la nature, l'évolution sociale, etc., qui est fluctuant, instable, et face auquel il faut construire des stratégies de robustesse qui passent par le collectif, par se dire, ben non, l'objectif pour toi dans l'entreprise à but d'emploi, ça ne va pas être peut-être que tu produises le plus de chiffre d'affaires dans l'année, mais ça va être que tu contribues le plus
à l'accueil des nouvelles personnes ou à la bonne entente de tous, à la réinvention de l'emploi à l'intérieur de l'entreprise, etc. Donc Olivier Amand, très intéressant. Ça recoupe vraiment ce qu'on sent dans une expérimentation comme Territoire Zéro Chômeur. Et puis pour finir sur la question de, en fait, ce que Fabrice a apporté avec ses témoignages, et c'est bien aussi décrit dans votre rapport, c'est qu'une même activité peut être mise en œuvre sous différents statuts, en fait. On peut être éducateur avec l'allocation adulte handicapé quand on éduque ses neveux. On peut être avec un salaire si on est enseignant. On peut être bénévole, etc. Quel est le meilleur statut ? Il n'y en a pas, en fait. Il faut le réfléchir de deux manières. C'est la liberté de la personne. Et c'est aussi en fonction c'est un petit collectif sur le territoire qui va essayer de voir. Et c'est ce qui se vit aussi sur Territoire Zéro Chômeur de longue durée, parce qu'une personne, par exemple, qui a le statut de travailleur handicapé, qui bénéficie d'une allocation adulte handicapé, cette personne peut être embauchée dans l'entreprise à but d'emploi, si elle le souhaite, ce qui fera qu'elle ne percevra plus son allocation adulte handicapé. Elle percevra donc un SMIC en CDI. Mais elle peut aussi, un salarié d'une entreprise à but d'emploi en CDI peut décider aussi, parce qu'il aura peut-être vu sa dignité reconnue à travers un passage par l'emploi, de demander son statut de travailleur handicapé. Et puis si son corps ou son esprit est tellement détruit, peut-être il demandera l'allocation adulte handicapé. Il faut que tout ça il y ait des passerelles et qu'à la fois et que la personne ne réfléchisse pas toute seule. Et que sur le territoire, ces passerelles, elles existent vraiment. Qu'on puisse embaucher une personne qui a un gros handicap, qu'elle ne soit pas cantonnée forcément à l'emploi en milieu protégé, c'est à elle de choisir. Voilà. Et au collectif d'apporter des solutions dignes où la personne, elle ne va pas être obligée de faire des choix par défaut en disant moi je vais vers ça parce que les autres pistes, en fait, c'est trop naze. Et donc la liberté et la possibilité de sortir des cases dans lesquelles nous met la société. Je crois qu'on travaille tous là-dessus et malheureusement, c'est pas vers ça qu'on va avec les politiques de nos gouvernants actuels. Sophie, est-ce que tu veux dire Vous avez une demande, Bertrand, tu nous entends ? Est-ce que tu veux dire quelque chose ? Ce sera très rapide. Merci, c'est gentil. En fait, j'étais intervenu parce que vous avez pas mal parlé de robots à un moment. J'avais mis dans le chat. Il y a un événement très sympa. Ça va faire beaucoup rigoler les mecs. Il y a un événement très sympa une fois par mois. Ça s'appelle des apéro-robots. C'est des spécialistes de robotique qui se rencontrent pour discuter de robots dans un bar sur Paris. Et même si ça a l'air d'être une blague comme ça, oui, je suis une fois avec vous à l'avenir. Il faut vraiment envisager la technologie qui peut libérer des contraintes, des besoins les plus difficiles, et pour libérer du temps pour faire ce qui vous plaît. Et effectivement, cette dialectique entre revenu de base et robotique, elle me semble être une problématique importante. Voilà, et donc, il existe cet événement une fois par mois, ça peut vous intéresser, je vous donnerai les informations. C'est une annonce. J'avais beaucoup d'autres annonces à faire à la fin en housekeeping, mais je t'en prie, peut-être que on s'éloigne un petit peu, même si on s'éloigne au moins. On peut revenir sur ce qu'avait dit Céline en répondant à Vincent tout à l'heure, que les robots nous débarrasseront sans doute de beaucoup de tâches pénibles, mais selon ton part, un travail décent, finalement, ça n'est pas quelque chose qui est pénible, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite éliminer par l'enjeu des robots. Les robots pourraient au contraire nous aider à nous consacrer à ces activités absolument essentielles qui forment d'ailleurs l'essentiel du travail qui est produit dans la société. Je t'en prie Sophie, T'inquiète. Non mais sur ces histoires de robots, comment dire, j'ai lu un bouquin assez passionnant récemment d'un sociologue du travail qui s'appelle Juan Sebastián Carbonell et qui démonte un peu pas mal de fantasmes autour des robots. Après, l'intelligence artificielle, c'est encore un autre sujet, mais ce que ce sociologue raconte dans un bouquin qui s'appelle Le futur du travail, c'est que
finalement, les robots n'ont pas remplacé le travail globalement, mais ils l'ont intensifié en fait. Ça a profondément modifié le travail pour les humains, et dans une logique pas d'amélioration, dans une logique d'intensification du travail pour l'humain, de contrôle, de renforcement du contrôle, notamment via, c'est ce qu'on voit un peu même avec les algorithmes, etc. C'est-à-dire que ça vient en fait. L'utilisation d'algorithmes, notamment par Amazon, par d'autres, c'est une manière de contrôler, en fait, tout simplement les travailleurs. Donc voilà, je sais, on n'en a pas fini, globalement, avec ces débats sur les robots, mais ça peut être intéressant. C'est comme un autre exemple qui est intéressant, mais tout le monde, à un moment donné, c'était notamment au moment de la présidentielle avec Benoît Hamon, on disait tous, les robots, les robots vont remplacer les caissières, donc on va avoir des caisses automatiques, etc. Et en fait, c'est intéressant de se dire plusieurs années après que dans les magasins, il y a les caisses automatiques, un peu, mais pas que. Il y a encore plein de caissières humaines. Et en fait, la raison principale, c'est qu'elles vont quand même beaucoup plus vite que nous avec un robot. C'est-à-dire qu'elles ont... je ne sais pas si vous essayez une fois de compter le temps que vous mettez à trouver le code barre pour le mettre sur le truc, vous êtes vachement moins efficace qu'une caissière. Donc... Pas d'accord avec vous. Bertrand, je suis désolé, mais là, il faudra venir... Je pense diamétralement... Alors, l'un des intérêts... je vais laisser Sophie, mais Bertrand, il faut vraiment, parce que on a après ce moment, cet échange, le public est séparé de l'audience, un moment convivial, et donc Bertrand, il faudra revenir la prochaine fois, participer à ce moment convivial pour échanger avec nos intervenants. Excuse-moi Sophie, je t'en prie. Juste Bertrand, c'est pas moi qui le dis, je ne fais que répéter les propos de Juan Sébastien Carbonel. Il faudra lui l'inviter ici et faire un débat entre vous. En tout cas, voilà. Moi, je sais pas, je vais essayer d'avoir un petit mot conclusif. Pour dire qu'on est un peu à un tournant, je pense. On a un tournant à la fois de la protection sociale, un tournant de la question du travail en France. Je pense que cette question... Pour moi, je pense qu'on est vraiment à un tournant de cette question de la dignité dans l'emploi. Qu'est-ce que c'est que le travail décent ? Qu'est-ce que c'est que le travail digne ? Je pense qu'il faut qu'on se remette un peu d'équerre et au combat sur ces questions-là. Et on voit cette nécessité d'apporter davantage de protection en fait aux personnes, et que la protection sociale, il faut qu'on repense ses frontières pour qu'elle protège davantage les personnes hors emploi, qu'on reconnaisse et qu'on valorise beaucoup plus les contributions des personnes et des personnes qui agissent en dehors d'un emploi, et qu'on s'attache à cette question de la dignité au travail pour aussi peut-être que les frontières elles soient moins importantes aussi entre emploi et protection sociale. En fait, on se rend bien compte parfois que quand on est en dehors de l'emploi, les caractéristiques de l'emploi aujourd'hui font tellement peur qu'on a du mal à se projeter dans un emploi tel qu'il est aujourd'hui. C'est aussi un chiffre qui, moi, m'a personnellement frappé. Au moment de la mobilisation contre la réforme des retraites, il y avait quand même 37% des Français qui disaient « Je ne sais pas si j'irai jusqu'à la retraite dans ces conditions-là, dans ces conditions d'emploi ». Et donc... Et quand on est en dehors de l'emploi et qu'on cherche un emploi et qu'on voit à quoi ressemble l'emploi aujourd'hui, ça donne pas très envie, quoi. Et donc, il faut vraiment travailler, à mon sens, sur ces deux aspects pour qu'on puisse imaginer une circulation qui soit beaucoup plus respectueuse de ce à quoi ressemble la vie aujourd'hui. C'est-à-dire une vie qui ne devrait a priori pas être faite que d'emplois avec... de cumul de deux emplois, en fait, d'un emploi et de plein de travaux différents à côté. Et que tout ça soit beaucoup plus fluide. Et je pense que c'est peut-être pas mal de... C'est déjà pas mal, oui. Merci beaucoup. Alors par contre, merci beaucoup pour ce très beau mot conclusif, mais après j'ai tout un tas de pages de pub. C'est une date avec... Tu pourras conclure peut-être après les pages de pub. Alors, déjà, je voulais vous remercier tous les trois d'être venus ce soir, et au public aussi, quand même assez nombreux, malgré de nombreux couacs au niveau de l'organisation. Et signaler que donc dans les prochains rendez-vous, alors on a déjà les prochaines séances de ce séminaire, cette action du groupe local de Montreuil, qui se passeront ici
ici aussi. La prochaine, d'ailleurs, je me permets de prendre un peu de temps sur ces pauses de pub parce qu'elles font aussi écho à pas mal de choses qu'on s'est dit ce soir et que le rapport lui-même dont on discutait en écho avec Jean-Christophe insiste bien sur le fait qu'il y a un appel à poursuivre les discussions de façon collective. Donc le 28 mars, on recevra Camille François, qui est universitaire, avec Michel Platzer, qui est responsable du réseau Brzezinski Logement. Les réseaux Brzezinski, c'est des réseaux initiés par Atelier Carmonde en lien avec le reste de la société, autour d'un ouvrage qui s'appelle Degré et de force sur les expulsions locatives. Et donc qui envisage aussi cette question du droit au logement et de ce qu'il devient aujourd'hui et qui donnera lieu aussi à des échanges, je crois, qui seront très intéressants. Et le 23 mai, toujours ici, on aura une conférence extrêmement intéressante que j'attends avec très grande impatience et je pense que vous vous attendrez aussi, de Nathalie Monguillon, qui est donc une militante Caramonde, qui est une personne qui a vécu elle-même des situations d'exclusion et de pauvreté intense, qui a cheminé avec Atelier Caramonde jusqu'à aujourd'hui être en train de finir une thèse d'esthétique à l'université de je ne sais plus, mais peu importe. Retenez Nathalie Monguillon et oubliez son université. J'ai retenu qu'elle est à Dijon. De Dijon, est-ce que merci. Je ne sais plus si elle a un oui. Et qui donc va nous présenter une thèse, une conférence intitulée L'art, une arme pour s'émanciper. Les pauvres ont-ils le droit d'être artistes? Par ailleurs, au-delà de ce séminaire qui est porté par le groupe local de Montreuil, donc ce séminaire est aussi soutenu par le Mouvement français pour un revenu de base, qui organise plusieurs autres conférences avant cet été en région parisienne, dont entre les différentes... Voilà, je ne vais pas vous parler de robots, robotique, même si c'est toujours possible. Je vais vous parler de certaines conférences qui font fortement écho à ce qu'on s'est dit ce soir. On reçoit notamment le 2 février, très bientôt, un monsieur qui s'appelle Sergi Raventos, qui en fait travaille pour le gouvernement catalan à un projet d'expérimentation de revenus inconditionnels, de modification des aides sociales en Catalogne, et qui par ailleurs est auteur d'une thèse sur revenus de base et santé mentale, enfin sur les effets de la garantie des moyens d'existence sur la santé mentale des personnes. Je pense qu'on revient aussi le témoignage de Fabrice. On va recevoir ensuite le 5 avril Baptiste Mimondo qui va nous présenter son bouquin « Ce que nos salaires disent de nous », qui d'ailleurs rejoint énormément de cette question du travail gratuit, travail rémunéré, ou plutôt, puisque nous sommes beaucoup intéressés à ce travail gratuit, lui s'intéresse à ce travail qui est rémunéré pour savoir ce qu'il dit de nous, ce qu'il dit de que sont ces travaux qui sont rémunérés et sont-ils vraiment toujours les plus utiles. Et enfin, on va recevoir le 3 mai Odile Merklin, je me souviens trop bien, qui est une membre fondatrice d'Agir Ensemble contre le chômage, donc cette organisation de chômeurs et précaires, qui va nous présenter deux ouvrages. Un ouvrage qu'elle vient d'écrire, qu'elle vient de publier à son nom, qui s'appelle Femmes, chômage et autonomie, et avant un ouvrage qu'elle a coordonné, un petit ouvrage pour une sécurité sociale chômage. Donc, vu que tu avais mentionné le fait que les organisations de chômeurs et précaires étaient très impliquées dans les territoires zéro chômeur, je pense qu'il y aura vraiment aussi des lieux, des moments de discussion. Je mentionne par ailleurs qu'il est possible d'aider les amis documentaristes qui nous ont filmé ce soir, qui après 18 mois de mise à disposition de vidéos sur à la fois l'histoire de la garantie des moyens d'existence et des combats autour de cette garantie et son actualité, aujourd'hui cherchent un peu de sous pour avancer là-dessus. Il est aussi possible d'adhérer à Atelier Carmonde, dont les valeurs ont été portées par toutes les choses dont on a discuté ce soir. Et si vous êtes étudiant, étudiante, chercheuse, ou même si ces choses vous intéressent, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, à proposer d'organiser une conférence autour d'un ouvrage, autour d'une action, autour de quelque chose. Voilà, c'est l'enjeu de cette action qui est portée par le groupe local de Montreuil, c'est de toucher les étudiantes et étudiants aussi, ou personnes intéressées par des questions de recherche, dans toute la région parisienne, qu'elles puissent venir ici, organiser des conférences, ou y assister, rencontrer des gens. Et à chaque fois, après chaque séance, ce soir y compris, et comme après toutes les autres séances de cette très longue page de pub, nous aurons un moment de convivialité partagé avec à boire et à manger. Et pour ne pas faire que nous sustenter après d'avoir, nous avons aussi le plaisir et l'honneur d'avoir Olivier Gérard, donc, qui est un volontaire d'Atelier Carmonde comme Jean-Christophe,
qui est donc volontaire dans le mouvement depuis très longtemps et qui s'occupe de la médiathèque du mouvement, qui est donc une petite bibliothèque en lien avec le centre de recherche du mouvement à Bailly en France, qui nous prépare depuis quelques séances, et j'espère pour encore longtemps, pour chaque séance, une bibliographie indicative liée à la thématique avec les ressources du mouvement et que le mouvement a jugé digne d'intégrer dans sa bibliothèque. Et donc voilà, vous pouvez accéder, je vous invite maintenant à briser les barrières de ce dispositif technique odieux pour boire, manger ensemble et lire un peu. Il y a le rapport de l'Equitas et du Secours catholique qui est à disposition. Qui est à disposition. Parce que les livres du mouvement, eux, vous pouvez les emprunter ou les acheter, mais attention, ne partez pas avec sans faire l'un des deux. Voilà. Merci encore beaucoup à tous les trois et bonne soirée.